l'idée que la sociologie, mais pas seulement la sociologie, d'ailleurs je pense que l'anthropologie doivent avoir une place supplémentaire dans le débat public, j'y suis totalement favorable. Est-ce qu'il faut recréer une commission pour le faire? Je ne vais pas vous mentir, je pense que si je sortais du grand débat en recréant des commissions, les gens ont le sentiment que je ne les ai pas écoutés. La question étant même de savoir, et je le dis, vous avez aussi ici d'éminents responsables du CAE. Est-ce que pour la vitalité du débat public, aujourd'hui, d'ailleurs c'est ce qui le fait le plus exister, je pense qu'il faut le réinventer, il faut réussir à le faire bouger, à le libérer même. Parce que dans le débat public qu'on a aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que parce que ça vient du CAE, c'est pas vraiment indépendant. Et donc on a à reconstruire aussi les conditions de la vraie évaluation totalement indépendante, peut-être plus séparée du pouvoir politique. Mais je ne crois pas que ce soit en créant une commission. La question, c'est comment les dirigeants, en effet, prennent en compte ces réalités académiques, en particulier celles de la sociologie, comme celles de l'anthropologie ou autre, de la géographie, de la démographie. Et moi, je pense qu'on en a besoin parce qu'on voit bien qu'on est aujourd'hui dépourvu et que les réponses ne sont pas suffisantes. Et derrière, moi, je pense surtout que prenez le pouvoir. Enfin, je veux dire que c'est en faisant exister vos sujets dans le débat public comme essentiels à la cité, et pas simplement aux sociologues, aux décideurs, que les choses apparaîtront et qu'elles s'imposeront encore plus. Enfin, il me semble que c'est plus comme ça qu'en vous enfermant dans une case. Je vous livre une réaction spontanée, mais en étant profondément convaincu, pour ce qui est de ma part, que l'enquête et l'épaisseur qu'elle apporte sont en effet irréconciliables. Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, sur beaucoup de sujets, c'est ce qui est quantifiable qui a pris le dessus. C'est un de nos points de grande faiblesse. Tout dernier sujet sur l'information. L'idée que l'algorithme ne peut pas être aveugle ou uniquement commercial, mais doit être débattu démocratiquement, est une idée essentielle. On a commencé à rentrer dans cette négociation, même ce rapport de force avec les grandes plateformes, sur les contenus djihadistes d'abord, ensuite sur les contenus de haine, la responsabilité. Mais la grande difficulté qu'on a avec Internet, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure de manière rapide, c'est que c'est la première fois qu'on a une innovation d'une telle ampleur qui construit de telles ruptures, y compris politiques, anthropologiques, et dont la création et les prémices sont si, pour le coup, décentralisées, individualisées, et dont les prémices sont si libertariens. La ruse de l'histoire, c'est que cette chose qui a été inventée, portée par un discours libertarien, est aujourd'hui le plus grand levier à trust du monde, et donc à choix démocratique, de fait, confisqué. On a essayé de mettre ça en place. On a créé l'année dernière une instance informelle, qui s'appelle Tech for Good, en marge de Vivatech, où on a eu ces débats. C'est-à-dire d'essayer de créer du changement de comportement et de négocier avec ces grandes plateformes sur certains sujets. On l'aura cette année sur justement l'ordre d'apparition des informations et ce point. Je pense que c'est un débat qu'on doit avoir au niveau européen, mais plus largement au niveau onusien. Mais derrière, cette épidémie de crédulité dont vous avez parlé et cette défense de la rationalité, elle suppose que, et là on revient toujours à ces intermédiaires dans la société, mais les tiers de confiance dans la société s'expriment. Nous, on va le pousser. Moi, je l'ai poussé, par exemple, avec Reporters sans frontières aussi, pour protéger d'attaques, et pour construire une charte. Donc, on prend ces initiatives. Mais dans le moment de crise de nos démocraties qu'on vit, le dirigeant politique est vu par nos concitoyens comme non fiable, ou en tout cas comme pouvant utiliser comme un levier de pouvoir cette reprise en main par rapport aux plateformes. Et c'est comme ça que ce sera vécu. Le fait que des intellectuels, quelle que soit leur science, que des journalistes mènent ce combat, le portent, et décident de dire il y a un statut pour l'information, il y a un statut pour la vérité scientifique, et on veut la vérité et la transparence sur ces points, est à mes yeux la chose la plus efficace possible. Et elle nous permet ensuite de construire l'ordre politique qui en découle. Et je ne sais pas si vous me suivez, si vous épousez le chemin de ma réflexion, mais moi je veux mener ce combat parce que je pense que la situation dans laquelle on vit est délétère, et on a commencé à le mener sur les choses les plus évidentes, mais je pense là typiquement que c'est un combat où on a besoin de beaucoup plus d'engagement des intellectuels et des journalistes. Et quand on dit ça, on m'a souvent
targué. Beaucoup de gens ont voulu caricaturer ce propos en disant « Vous êtes pour une forme de contrôle, qu'est-ce que c'est que ça de dire aux journalistes ?» Non, c'est pas moi la principale. Enfin, je suis un dommage collatéral, je vous confirme au quotidien, du fait que toutes les informations se valent ou que les gens ont le sentiment que leur boucle de mail ou leur page Facebook est une source d'information plus fiable que celle d'un journaliste. Mais c'est aux journalistes dans les démocraties de pouvoir dire qu'est-ce qui fait qu'un journaliste est libre et pas libre, et qu'est-ce qui fait qu'une information qu'il a construite ou validée n'a pas le même statut que ce que je vais prendre avec mon téléphone ou qu'une information récupérée hors contexte 2 ans plus tôt et qui est utilisée. Et aujourd'hui, nous ne le faisons pas. Donc nous n'avons pas construit nous-mêmes les anticorps à cette falsification permanente. Mais ça n'est pas, là pour le coup, à l'État et au pouvoir politique à le faire en premier. Il doit l'accompagner, mettre un cadre, il doit bousculer les trusts qui se sont constitués sur ce sujet, mais c'est au tiers de confiance hors du jeu de pouvoir politique de le faire, il me semble. Merci, Monsieur le Président de la République. Alors, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas parlé, donc nous allons... Voilà, Bernard Gazier qui s'agite depuis un certain temps, je vous vois, vous êtes économiste, vous avez la parole si vous ouvrez votre micro. Oui, Monsieur le Président, bonsoir et merci de votre invitation. Nous allons passer un peu du coq à l'âne parce que je suis spécialiste des transitions professionnelles. C'est là-dessus que j'ai travaillé. Et je voudrais faire entendre une voix un petit peu divergente, justement, un petit peu à l'intersection de l'économie et de la sociologie, en ce qui concerne les conséquences de la croissance ralentie dans laquelle nous sommes installés. Alors, vous avez dit tout à l'heure que ça pouvait peut-être redémarrer. Mon Dieu, souhaitons-le. Est-ce que c'est vraiment souhaitable, d'ailleurs, du point de vue écologique? Je pense qu'il y aurait beaucoup à discuter. En revanche, ce qui me semble, c'est qu'il est nécessaire de s'adapter à la croissance ralentie, quitte, si elle redémarre, eh bien, ensuite, à laisser un certain nombre de dispositions qu'on aurait prises. Alors, je vais illustrer ça à propos d'abord du succès allemand. Alors, le succès allemand, vous en avez parlé, vous avez dit d'ailleurs qu'il n'est, semble-t-il, pas soutenable à long terme. Je voudrais remarquer qu'après les réformes Hartz, le taux de chômage allemand a baissé de 10% à 5%. Donc, un succès indiscutable. Et lorsqu'on regarde les conditions dans lesquelles ce succès a été obtenu, on se rend compte que ça se fait à nombre d'heures travaillées constant. Il y a toujours le même nombre d'heures travaillées, pas une de plus, pas une de moins d'ailleurs. Et pour simplifier, ils ont créé 4 millions d'emplois en prenant 4 millions de temps plein qui sont devenus 8 millions de mi-temps. Bon, je caricature, c'est bien plus subtil que ça. Rien de tout ça n'obéit à la logique du gâteau fixe qu'il faudrait partager. Mais les faits sont têtus. Et ces faits sont les mêmes que ceux qui vous disent que 1% de croissance du PIB, si vous avez 1% de croissance de la productivité du travail, il n'y a pas besoin d'une heure de travail de plus pour réaliser la production augmentée, puisque la productivité est augmentée en même proportion. Alors, ceci m'amène à une inquiétude concernant le PIC, le plan d'investissement des compétences. En effet, le plan d'investissement des compétences a tout pour lui. Beaucoup des décisions que vous avez prises sont des décisions qui n'ont pas plu, qui sont controversées, de la flexibilisation, etc. Voilà le bon côté, le côté sécurité. Et ce côté sécurité, il doit bénéficier aux plus en difficulté de nos concitoyens, d'une part des chômeurs peu qualifiés, et d'autre part ces jeunes qui sont NEETs, comme on dit, ni à l'école, ni en emploi, etc. Alors, 2 fois 1 million, c'est massif, c'est très important. Il n'y a qu'un pays qui a fait ça avant vous, c'est la Suède, avec le Knowledge Lift, qui s'est passé en 2002. Et ma question elle est simple. Dans un contexte de croissance ralentie, ne craignez-vous pas, si vous n'aménagez pas les transitions, si vous n'ouvrez pas des opportunités, d'accroître la concurrence entre ces travailleurs éventuellement mieux formés et ceux qui sont là, et donc finalement d'arriver un petit peu à un jeu de chaises musicales ou de dupes? Je vais prendre un exemple qui permet de voir peut-être comment on peut sortir de la difficulté. Prenez ce dispositif qui a été controversé, mais qui, je crois, est vraiment intéressant, la rotation des emplois au Danemark. L'idée de mettre des gens salariés en formation pendant, par exemple, 6 mois et de les faire remplacer par des chômeurs préalablement formés. Alors, évidemment, au bout de 6 mois, c'est fini, mais ces chômeurs ont repris le chemin de l'entreprise et, sur la base de
ce qui est en fait un partage du travail intertemporel, hein, c'est-à-dire tout au long de la vie. Alors voilà le gros mot lâché, partage du travail, mon Dieu, les 35 heures, etc. Oui, mais voilà, c'est un dispositif négocié qui est parfaitement souple, que l'on peut enlever dès qu'on n'en a plus besoin, et c'est un dispositif qui est un investissement dans l'avenir, puisqu'il s'agit de renforcer les compétences des salariés. Donc il me semble que des dispositifs de cette nature sont utiles, et je vais terminer par une question toute simple. Un livre parle de vous en disant « Macron le Suédois ». Jusqu'à quel point êtes-vous suédois? Merci Bernard Gazier, Dominique Régnier, puis Denis Péchanski. Voilà. Monsieur le Président, on peut vous dire bonjour, hein. Merci en tout cas de nous avoir invités à cet échange. Je voudrais aussi rapidement que nécessaire partir de votre invitation à essayer de caractériser la crise que nous vivons. Je suis très sensible à l'écoute de tout ce qui a été dit, à l'enchevêtrement et à la convergence des grands bouleversements qui agitent toutes nos sociétés, et je crois beaucoup à la possibilité de l'hypothèse que vous avez formulée, peut-être plus implicitement qu'explicitement, mais je peux comprendre la prudence sur ce point-là, qui est qu'il n'est pas certain que l'autorité démocratique soit la mieux équipée pour répondre efficacement à ces convergences de défis. Je voudrais partir de l'idée de la déconsolidation démocratique, mais à l'échelle de l'Europe. Cette fois-ci, je vais aller très vite parce que cette déconsolidation, elle peut se documenter par la progression des votes populistes. Il n'est pas nécessaire d'argumenter ce point-là. Cela procède d'une déstabilisation existentielle que j'attribue pour ma part à une crainte de perte de son patrimoine matériel, le niveau de vie, mais aussi de son patrimoine immatériel, le style de vie. Et quand on regarde dans le détail, la crainte de perdre son patrimoine immatériel, le style de vie, est beaucoup plus explicative du vote populiste que la crainte de perdre son patrimoine matériel, le niveau de vie. Il y a une corrélation qui est beaucoup plus forte, si bien que, y compris dans les pays économiquement qui ont beaucoup plus réussi que nous, par exemple sur le plan du chômage, on trouve un vote populiste puissant. Déconsolidation aussi chez les jeunes, ça a été dit par Olivier Galland. Je crois qu'on peut l'établir. Ce n'est pas tout à fait sûr encore parce qu'il est possible que les jeunes générations soient plus critiques, plus exigeantes à l'égard de la démocratie, qu'on enregistre ceci comme une défiance. Mais quand on regarde leur comportement électoral, qui est partagé entre abstention et protestation, on est plus inquiet pour leur rapport à la démocratie. Je ne reviens pas sur l'espace public, il en a été question, et les effets que le numérique font au débat public. Je ne reviens pas non plus sur la crise que peut revêtir le système de valeurs. Je veux quand même citer les problèmes qui touchent l'antisémitisme, l'homophobie, le racisme, qui prennent des proportions épouvantables en Europe et aussi chez nous. Et je voudrais vous dire à ce sujet, pour donner une espèce de point d'arrivée à ce rappel d'une déconsolidation démocratique qui est à l'œuvre, que d'abord elle va très vite, elle va probablement même beaucoup plus vite que bien les solutions que nous imaginons. C'est un vrai sujet de préoccupation que de savoir, au fond, comment va jouer ce différentiel de vitesse. Et il y a un point, et c'est par là que je voudrais terminer, il y a un point sur lequel vous avez fait mouvement, et je pense que c'est très important de pousser ce mouvement le plus loin possible. Vous avez fait mouvement une première fois avec le discours de la Sorbonne sur la souveraineté européenne. Je pense que c'est un aspect déterminant que de reconfigurer la puissance publique pour la rendre disponible pour des peuples qui, aujourd'hui, demandent des preuves de leur capacité à déterminer leur destin, en particulier quand ils expriment leurs préférences à travers les procédures électorales. Mais vous avez fait mouvement aussi plus récemment, Monsieur le Président, dans la lettre que vous avez adressée aux Européens, en reprenant la notion de frontière et la défense des valeurs qu'elle permet. Et je crois que c'est une façon de répondre à la question du destin commun, à la question du récit. La frontière a été, de manière invraisemblable, saturée de négativité.
C'est une grande erreur politique de beaucoup de responsables qui vous ont précédé et de beaucoup d'intellectuels aussi, je crois. Ça n'est presque qu'une notion a priori négative dans beaucoup de cercles, plutôt élitistes, intellectuels, politiques, mais il se trouve qu'auprès de beaucoup d'Européens et de Français en particulier, c'est une notion essentielle. Et là, il y a quelque chose à reconstruire. Il y a une erreur à ne plus prolonger. C'est une des causes profondes de l'incompréhension qu'une bonne partie de la société peut éprouver à l'égard de ces élites dirigeantes, politiques ou intellectuelles. Il n'y a pas encore aujourd'hui de demande, je le crois en tout cas pour ma part, il n'y a pas encore en Europe et en France de demande de retour à la frontière nationale. Mais cela pourrait venir si nous ne poussions pas cette idée de frontière européenne que vous avez évoquée dans votre lettre. Cela me paraît essentiel pour circonscrire un espace qui sera le nôtre, qui permettra de former une communauté. Et je paraphraserai Ulrich Beck, qui permettra aussi d'ouvrir la frontière. On ne peut pas ouvrir une frontière si on ne sait pas la fermer. Donc là, il y a quelque chose de très important à reprendre, y compris d'ailleurs aux souverainistes et nationalistes de tout poil. Et je terminerai en disant, Monsieur le Président, au fond, la crise de l'autorité démocratique que nous vivons aujourd'hui, si nous ne savons pas la résoudre, mais je pense que nous sommes tous convaincus de cela, mais c'est une forme de conclusion, ce ne sera pas une crise de l'autorité, ce sera une crise de la démocratie. Et de là, certainement, cela se profile déjà, et bien sûr en Europe, ailleurs c'est très évident, de là certainement émergera une demande d'autoritarisme qui sera difficile à retenir. Merci beaucoup. Merci Dominique Régnier. Denis Péchanski, ensuite je vois Olivier Mongin qui voudrait la parole. Denis Péchanski, vous l'avez. Merci beaucoup. Tout le monde l'aura. Vous imaginez bien, Monsieur le Président, que l'historien que je suis a été très sensible à la référence, même indirecte, à ce qu'on pourrait appeler le génie français. Pas d'ambiguïté sur le mot génie, on pourrait parler de génie allemand, voire de génie luxembourgeois. Et ça c'est pour toi. Et en perspective, évidemment, de génie européen en processus et en construction. Je voudrais revenir sur un point qui a été peu abordé, et pourtant sur lequel vous avez vous-même rebondi, qui est la question des réseaux sociaux et sur l'impact que ça peut avoir. 3 références simplement: l'attentat de Christchurch, au moins 50 morts, avec des réseaux sociaux qui interfèrent en amont et en aval de l'attentat. L'attentat de Strasbourg, avec l'information, entre guillemets, qui vous, comme président Emmanuel Macron, vous cible comme organisateur de cet attentat et qui va flamber sur les réseaux sociaux des Gilets jaunes, ou bien le complotisme qui est au cœur du mouvement social, avec en outre la référence traditionnelle au nazisme et au Vichy, ou à Vichy, qui est le point Godwin habituel de ce type de discours. Et là, je fais référence, mais il a fui, mon petit camarade, mais à l'étude qui a été absolument passionnante, qui vient de sortir, de Conspiracy Watch et de la Fondation Jean Jaurès sur la question du conspirationnisme. La prééminence des réseaux sociaux a complètement changé la donne de la communication, mais la communication, pas simplement au sens classique, la communication interindividuelle et la communication collective. D'abord avec le règne de la parole désinhibée, avec un niveau de haine et de violence qu'on ne connaissait pas, et en relais, ce qui doit nous interroger, une hystérisation inédite de la vie politique. Je pense qu'on n'a pas vu depuis très longtemps une telle place de la haine dans le discours, dans le mot comme dans l'action, dans le débat politique. Ensuite, l'illusion de l'horizontalité. Chacun est légitimé à prendre la parole sur les réseaux sociaux, mais dans les faits, s'établit une hiérarchie assez drastique, avec des leaders officiels ou officieux qui sont, pour reprendre
terminologie de ces réseaux sociaux, des influenceurs. Troisième caractéristique, un nouveau rapport à la vérité et à l'expertise, d'où les fake news et le complotisme. Je ne reviens pas dessus. Dès lors, quelques pistes ou interrogations très rapidement, et peut-être un horizon ou des objectifs. D'abord, la responsabilité des portails. Vous l'avez évoqué, et ça a été évoqué par Bronner. La question de la facilitation des signalements, c'est peu évoqué, mais c'est souvent assez compliqué de signaler ce type de dérapage, entre guillemets. Ensuite, l'évaluation et la décision très rapide des portails, au risque sinon de sanctions financières significatives et éventuellement de poursuites judiciaires. On sait très bien qu'on est quand même pris par le décalage entre ce que subissent les médias classiques, qui sont visés par une loi qui fait que si jamais ils sont les relais d'un propos antisémite ou raciste, xénophobe, sont mis en examen au même titre que la personne qui les promeut. Voilà. Donc, alors que évidemment, sur les réseaux sociaux, c'est autre chose. Donc, la responsabilité des portails vers une communication politique d'apaisement. Alors, ça vaut pour l'exécutif, bien sûr. Ça, c'est peut-être le plus facile à gérer. Pour le législatif, c'est plus compliqué, mais c'est vrai qu'on rêve d'une autorégulation des séances publiques. Et puis, pour les partis politiques. Parce qu'il y a un certain nombre de partis qui ont décidé de faire de la haine véritablement le vecteur de leur parole. Ensuite, l'essentiel se joue dans le cercle familial, dans l'environnement générationnel, dans l'école, pour interpeller nos ministres. Et également, quatrième remarque, quatrième piste, la réhabilitation des structures intermédiaires et représentatives. Vous avez commencé avec les élus. Se pose la question des partis qui sont en situation, enfin ils se sont mis eux-mêmes en situation très compliquée pour la plupart, les syndicats, on l'a évoqué au début, et le phénomène associatif. Et dernier point, les moyens d'une participation au débat citoyen. D'évidence, le grand débat national est plébiscité. C'est certainement une piste à privilégier, de conforter cet élan démocratique, à condition évidemment que les réponses soient au rendez-vous, mais ça, je ne vais pas répéter ce que dit tout le monde. Mais dans la durée, il y a un risque. C'est une surreprésentation des jeunes retraités ou des vieux actifs, ceux qui ne sont pas encore partis à la retraite, surreprésentation des couches moyennes supérieures et des plus diplômés. Ça, c'est le risque. Si on regarde les protocoles habituels. Alors, des pistes, je termine là-dessus. Relais crucial des élus locaux, bien entendu, pour atteindre d'autres couches sociales. Et peut-être une diversification des modalités de participation. Pour l'anecdote et pour faire sourire un peu, il s'avère qu'un membre de votre gouvernement, que j'ai rencontré en 2002, à la suite, quand j'avais une petite responsabilité politique locale, à la suite du choc d'avril 2002, était jusque-là dans un cabinet ministériel. Et je lui disais, écoute, tu as fait un travail énorme, remarquable, tu travaillais 70 heures par semaine. La prochaine fois, travaille 65 heures par semaine, viens avec moi et on va faire un peu de porte-à-porte et on va aller ensemble dans les quartiers. Alors, je ne dois pas dans une ville très populaire, mais il y a quand même des quartiers populaires et ça vaut le coup aussi d'essayer, comme vous l'avez fait d'ailleurs, d'aller à la rencontre des citoyens sous cette forme-là. Merci beaucoup. Denis Péchanski. Olivier Mongin. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci. À cette heure-là, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites durant la troisième mi-temps. C'est souvent ce qui se passe. Il n'y a pas de tir au but. Donc, avec Jean-Claude Casanova, qui n'a pas encore parlé, je représente un peu... il y a encore quelques personnes. Oui, non, mais justement, et le monde des revues. Et je rappellerai que l'intellectuel à la française, de Sartre, Aron, Ricoeur, Castoriadis, Lefort, c'est des gens qui essayent d'articuler un discours commun, un discours historique, je veux dire, à partir d'éléments divers.
On a beaucoup entendu, là, depuis le début, des spécialistes, des académiques, chacun dans son couloir. Il est beaucoup plus difficile de fédérer, je ne suis pas plus capable de le faire. Moi, ce qui m'intéresse, la seule question qui m'intéresse, c'est que la crise de la représentation politique, pour moi, c'est une crise de la représentation historique. On n'a pas de langage commun. Je n'arrive pas à parler qu'un gilet jaune qui me dira « moi, j'ai ma doxa, j'ai ce que je pense, et puis ce que je pense, c'est bien, et tu n'as rien à me dire. C'est pas parce que tu en sais plus que moi, tu vas me dire quelque chose. Je suis dans la doxa. » Il n'y a pas la doxa ou l'épistémé. Le politique, c'est entre les deux. C'est entre le savoir, la science et la doxa. Le problème, c'est de réinventer du récit. Mais moi, personnellement, je ne vois pas comment on peut réinventer du récit si on ne l'inscrit pas dans une histoire. Ça commence à être dit, et ça commence à être dit. Est-ce qu'on est capable de réinscrire dans une historicité, aujourd'hui, le discours politique? C'est la question du politique par excellence. On se facilite, le président l'a dit, la tâche en société postmoderne, individualiste, il n'y a plus de grands récits, il n'y a que des petits récits. C'est totalement faux. On est toujours dans des sociétés historiques. On ne sort jamais de l'histoire. Ça commence à être dit, mais je ne vais pas y revenir, je serai très rapide, de manière très claire, sur la Chine, les divers récits qui... le président a même parlé des nouveaux grands récits religieux. Je pense qu'il a tout à fait raison, parce que ce qui se passe en Europe n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le reste du monde. Olivier Roy vient de sortir un livre sur la déchristianisation, la perte de gens dans toute l'Europe, tout en rappelant que dans le reste du monde, la religion ne se porte pas si mal. Donc il faut aussi bien comprendre ce qui se passe. Moi, je fais juste quelques remarques. Je rappelle au président qu'il a travaillé avec un philosophe qui m'est cher aussi. Il a travaillé sur la mémoire, l'histoire, l'oubli. La mémoire, l'histoire, l'oubli, ça consiste à dire qu'on ne peut pas travailler en opposant la tradition et la modernité. Qu'aujourd'hui, on est obligé de se rapproprier des morceaux de mémoire et de se projeter de manière éclatée dans l'avenir. On n'est plus dans une logique conservatiste-progressiste. Ça, je trouve, c'est peut-être un des... Le problème, c'est de se réapproprier de la mémoire, et c'est ce que Ricoeur appelait les promesses non tenues de l'histoire, qui ne sont pas toutes que négatives, et quelque part se projeter dans l'avenir de la manière la plus, je dirais, plurielle possible. Moi, je pense qu'on ne peut pas travailler avec l'opposition progrès-tradition. C'est terminé. C'est justement terminé en Europe. L'Europe, elle ne peut se faire qu'avec des fondations multiples. Première remarque qu'on pourrait développer pendant quelques heures. Non. Deuxième remarque. Mais je ne le fais pas, et je ne lis pas mon texte comme tous les prix Nobel qui ont parlé avant en lisant leur texte qu'ils avaient préparé. Mais nous t'en sommes reconnaissants. Hein, voilà. Deuxième remarque. Je rappelle au président que le maître Ricoeur a travaillé sur une notion qui s'appelle l'identité narrative. Notre grande historienne Mona Ozouf rappelait récemment pour que travailler sur l'idée de nation, ce concept est fondamental, puisqu'il permet de travailler sur identité fermée, identité ouverte. Il y a de la continuité, il y a de la discontinuité. Si on n'admet pas cette idée-là, on est dans l'identité fermée, et le discours identitaire, il est partout aujourd'hui. C'était les deux seules premières remarques. Retravailler sur le discours politique, c'est travailler sur... Bon, deuxième chose, c'est travailler aussi sur le langage. Est-ce qu'on a un langage commun? Le terme de mondialisation, il part dans tous les sens. Globalisation, ça part dans tous les sens. On n'a pas de langage commun, même moi je travaille sur l'urbanisation, dans les disciplines. Je voudrais juste dire que la mondialisation, on a une grille de lecture excessive qui est purement économique. Même maintenant, les gens parlent de démondialisation puisqu'on revient au protectionnisme. La mondialisation, c'est effectivement l'ouverture des marchés. On voit très bien que c'est plus compliqué, ça a été dit 10 fois. Ensuite, c'est la révolution numérique. Et ça, c'est fondamental. Je suis d'accord, je ne veux pas commenter. C'est une révolution anthropologique majeure. Un grand philosophe qui s'appelait De Santi, résistant communiste, phénoménologue, mais historien des sciences et des idéalités mathématiques, il a dit le pur virtuel, le virtuel, ça existe depuis longtemps, depuis que Platon a imaginé la fiction. Le pur virtuel perturbe la relation au temps et à l'espace. Il a dit, et ce n'était pas un imbécile, nous rentrons dans le siècle qui sera le plus violent de l'histoire. Trouble total du rapport au temps et à l'espace. Donc la question, et je m'arrêterai là, c'est comment s'orienter dans le temps et dans l'espace, avoir une conception de la mondialisation, et Madame Delmas-Marty a commencé à le dire, qui ne soit pas uniquement économiste, et essayer de prendre tous les éléments
qui permettent de comprendre la complexité de cet avenir qui est devant nous. Voilà. Merci, Olivier. Bon. Merci beaucoup. Je suis désolé, je vous contrains, mais il y a encore beaucoup de personnes. Je vois Jean-Claude Casanova qui n'a toujours pas parlé et qui dit commentaire. Allez-y, Jean-Claude Casanova. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais parler politique, si vous le permettez. Il y a 60 ans exactement, Raymond Aron a défini les sociétés démocratiques comme des sociétés d'insatisfaction querelleuse. De l'insatisfaction querelleuse, on est passé au mécontentement agressif et aujourd'hui, nous sommes dans la discorde. On peut voir assez bien ce processus dans les pays européens et particulièrement en France. La mondialisation, le libre-échange, la concurrence, la destruction créatrice, tout ce qu'on voudra, crée l'inquiétude à l'égard de tous les gens qui ont perdu ou qui vont perdre ou qui craignent de perdre leurs emplois. Les inégalités sont ressenties, même si en France l'impression est plus importante que la raison. Les inégalités sont d'autant plus ressenties qu'elles apparaissent clairement dans les hauts traitements, etc. Et la passion de l'égalité reste forte. La pression migratoire crée la crainte de la perte d'identité ou de l'hétérogénéité. Le vieillissement des populations européennes et de la population française rend fragile. Les dépenses publiques dans les pays dits néolibéraux se promènent entre 45 et 55%, donc donnent des prélèvements obligatoires très élevés et la dépense paraît insuffisante et les prélèvements paraissent trop lourds. Enfin, les religions civiles ou la religion civile a disparu. Or, tout le monde sait, c'est même la seule idée où Montesquieu est d'accord avec Rousseau et réciproquement, c'est que la démocratie exige soit la vertu patriotique, soit la religion civile. S'il n'y a rien qui lie les individus entre eux, la démocratie n'aboutit qu'à la querelle. Alors, s'ajoutent à cela deux phénomènes nouveaux. Cela, on pouvait le prévoir et il faut vivre avec. On a vécu avec, d'ailleurs, en passant d'une majorité de droite modérée à une majorité de gauche modérée, etc. Le surplus d'insatisfaction permettant de passer de l'un à l'autre. Mais aujourd'hui, il y a deux phénomènes nouveaux assez graves. C'est la perte de confiance dans toutes les démocraties à l'égard des autorités publiques, des institutions, des médias traditionnels, des magistrats. Et jamais on n'a été aussi bas dans le degré de confiance à l'égard des dirigeants politiques dans les démocraties occidentales. C'est un phénomène nouveau qu'on connaît depuis environ 25 ans, qu'on mesure dans tous les pays. Et aux États-Unis, aujourd'hui, la confiance dans le Congrès est de 6%. 6%. Alors, moi, j'ai été étudiant aux États-Unis, il y a longtemps, les États-Unis pensaient comme Frank Capra. Tout le monde admirait le Sénat, le Congrès. Et c'est fini dans toutes les démocraties occidentales. Et s'ajoute à cela la radicalisation des extrêmes. C'est-à-dire que peut-être que le communisme et le fascisme ont disparu, mais le blanquisme et le nationalisme sont réapparus. Et avec des formes de violence et surtout avec des succès électoraux. C'est-à-dire qu'il y a des succès électoraux en Europe de partis extrêmes. Et il suffit de se souvenir qu'avec un scrutin majoritaire, il suffit d'avoir 30% des voix au premier tour pour gagner éventuellement au deuxième tour. Et c'est la raison pour laquelle, en 1945, le général de Gaulle a imposé la proportionnelle, parce que sans la proportionnelle, les communistes auraient gagné les élections de 1945. Et donc, la situation, la discorde, les violences sur les Champs-Élysées sont assez graves. Des saccages de commerce, moi, je n'en connais qu'au XIXe siècle. J'en vois pas vraiment au XXe, si vous voulez, en France. C'est un phénomène nouveau, assez extraordinaire. Et donc, j'aurais deux recommandations à vous faire. Ce n'est pas le plus important. Ce que vous avez dit sur la souveraineté européenne est très important et beaucoup plus intéressant à mes yeux. Mais les deux recommandations de politique que je me permettrai de faire, c'est qu'il faut lutter contre la perte de confiance et il faut rétablir l'autorité. Alors, lutter contre la perte de confiance, ce qui m'a frappé dans votre débat, au cours du débat national, c'est la relative confiance que les Français ont dans les maires et la qualité des propos des maires quand ils discutaient avec vous. Ce qui veut dire qu'au fond, le degré de confiance politique est plus fort à la base qu'il ne l'est à l'égard du Parlement ou à l'égard du pouvoir exécutif. Et j'en conclus qu'il faut
redistribuer les pouvoirs, c'est-à-dire confier aux communes, aux départements, aux régions, aux universités, aux institutions qui peuvent être libres. La France a les institutions, a les universités les moins autonomes d'Europe. Bien qu'on parle d'autonomie depuis la loi de 68, nous avons les universités les moins autonomes d'Europe. Et donc confier à tout ce qui peut être autonome davantage de responsabilités, parce que là, la confiance sera, la proximité étant plus grande, je pense que la confiance sera plus grande, et du coup, cela redonnera au pouvoir exécutif une liberté de manœuvre plus grande et donc une confiance plus grande du peuple à son égard. Et j'ajoute le mot autorité. Autorité et confiance allant ensemble, et l'un étant indispensable à l'autre. J'utilise le mot autorité au sens latin du terme, c'est-à-dire que l'autoritas est supérieur à la potestas. Celui qui autorise est plus important que celui qui peut. Et d'une certaine façon, celui qui autorise, c'est vous. C'est le président de la République, parce que vous avez l'onction du suffrage universel, et vous êtes le seul à l'avoir. Vous avez l'onction du suffrage universel, mais la verticalité ne doit pas être la solitude. Et d'une certaine façon, ce qui me frappe en France, c'est que personne n'est révoqué, personne ne démissionne, personne n'est sanctionné. Alors ça veut dire que tout est bien, ou bien que tout le monde est responsable. Or c'est faux. Et d'une certaine façon, l'autorité, c'est celui qui délègue la responsabilité et qui sanctionne quand les responsabilités ne sont pas exercées. Et je crois qu'à ce moment-là, la confiance peut revenir, parce que à celui qui est justement sévère va nécessairement la confiance de ceux qui se sentent démunis ou qui se sentent appauvris dans une société où ils constituent sans doute une très importante majorité, sinon la majorité tout court. Voilà, Monsieur le Président, les deux simples recommandations très banales que je me permettrai de faire. Merci Jean-Claude Casanova. Et j'aperçois tout là-bas Olivier Beau qui n'a pas parlé. À côté de lui, Philippe Martin non plus n'a pas parlé. Olivier Beau, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président pour cette invitation. J'aurais deux choses à dire. La première concerne l'université. On a assez peu parlé de l'université, on a parlé du monde des chercheurs, et on a assez peu parlé de l'université. Alors même que votre gouvernement a réalisé une réforme qu'on attendait depuis longtemps, qui est la réforme loi orientation réussite des étudiants, qui est plus connue sous son nom de mécanisme administratif, Parcoursup, qui a permis aux universités non pas de sélectionner, mais d'adapter leur offre à la demande, c'est-à-dire que désormais, lorsque dans des filières où il y a trop de demandes et pas assez d'offres, les universités ont enfin le droit de choisir leurs étudiants. Mais d'une certaine manière, Parcoursup a révélé aussi quelque chose d'inquiétant qu'on savait, mais qui s'est révélé de façon assez crue, c'est qu'on va à l'université par défaut. Et cette tendance s'est accrue, on le voit, les étudiants demandent en général tout sauf l'université. Ce qu'on a, avec certains collègues, qualifié l'université, c'est la voiture balai de l'enseignement supérieur. Et mon collègue et ami sociologue François Vatin a théorisé ça de façon, à mon avis, remarquable, en expliquant qu'en France, depuis des décennies, on confondait deux choses, la politique de l'université et la politique de la jeunesse. Autrement dit, on impose à l'université de régler un problème qui n'est pas le sien, qu'aucune université au monde ne règle, c'est-à-dire la question de l'insertion professionnelle. Donc on impose à l'université une fonction qui n'est pas la sienne et qui, évidemment, dans la concurrence internationale, la dévalorise. Et donc, il me semble que le choix est assez simple. Soit on ramène vers l'université le public qui l'a quitté, soit on adapte l'université au public qui la fréquente, et il me semble que c'est la politique des précédents gouvernements, et c'est quand même encore, il me semble, la politique actuelle, ce qui veut dire à ce moment-là que l'université française serait la seule université au monde qui ferait quelque chose qu'elle n'a pas, à mon avis, vocation à faire. On aurait alors le paradoxe d'universitaires formés à la recherche qui servirait de répétiteur d'examen pour des écoles professionnelles. Si je dis ça, c'est pas pour des raisons purement corporatives, parce qu'évidemment le reproche pourrait m'être fait, mais c'est simplement parce que je pense que c'est un immense gâchis pour la nation, pour le fait que donc c'est un enjeu national, culturel, scientifique et aussi économique d'avoir une université qui soit plus reconnue et davantage reconnue. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que, comme par hasard en France, les entreprises privées ne finançaient pas la recherche.
pourrait dire aussi les universités. La raison est très simple. Les élites ne sont pas formées à l'université. Pourquoi voulez-vous? Elles ne les connaissent pas, elles les ignorent, et plus que cela, elles les méprisent. Donc forcément, l'argent ne vient pas à l'université. La loi Pécresse de 2007 est un échec dans les fondations, tout simplement à cause de ce fossé immense qui existe entre l'université et les élites. Donc moi, je plaide en faveur donc d'une revalorisation des universités et des universitaires. On a beaucoup parlé des chercheurs, mais je pense qu'on a le même destin, mais simplement les universitaires enseignent. Et puis la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est parce que je suis aussi professeur de droit, et je voudrais revenir sur une ou deux choses du point de vue institutionnel, mais brièvement. La première chose, c'est, je partage, Gilles Kepel m'a enlevé deux choses. Je partage son scepticisme par rapport à l'interdiction du cumul des mandats. Je pense que c'était une erreur. En 2014, avec le constitutionnaliste Pierre Avril et le politiste Patrick Weil, nous avions tenté de lutter contre cette réforme. On a perdu. Il me semble qu'on a perdu quelque chose. Les parlementaires ne représentent plus grand-chose. On n'a plus de grands notables au Parlement, et je pense que c'est une perte. Et la deuxième chose qui m'a volé aussi, c'est sur la question du quinquennat, qui a été recommandé par des constitutionnalistes, mais on peut être constitutionnaliste et se tromper. Je pense que c'est une grave erreur et qu'il faudrait revenir, et vous ne pouvez pas évidemment être compétent pour le dire, mais je pense que c'est une grave erreur. Et j'en finirai avec une remarque importante sur le propos que vous avez tenu tout à l'heure sur le président de la République. Vous avez dit, et je pense que vous avez tout à fait raison, le grand acquis de la cinquième, c'est qu'on a la capacité de décider. C'est pour ça qu'on a fait cette réforme de la cinquième. Debré a dit, la grande phrase, il faut donner à la République un gouvernement. Bien, mais là, il y a une ambiguïté qui avait tout de suite éclaté, c'est qu'est-ce que c'est que le gouvernement? Est-ce que c'est le chef de l'État ou c'est le chef de gouvernement? Et il y a eu un compromis dans le texte de la cinquième qui, évidemment, a été dénoué par la pratique, c'est-à-dire ce régime bicéphale ne pouvait pas durer, et c'est le général de Gaulle qui a donné la marque de la cinquième, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui décide, et en l'occurrence, désormais, c'est le président de la République. Où est le problème? Eh bien, le problème tient au fait que quand le général de Gaulle décidait, eh bien, il décidait avec un corollaire qui était qu'il engageait sa responsabilité. Et le talon d'Achille de la cinquième depuis le départ du général de Gaulle, c'est qu'on a un président qui décide, et vous décidez, vous l'avez dit, c'est un avantage fondamental par rapport aux autres démocraties. Mais il y a un bémol, c'est qu'il y a un pouvoir sans responsabilité, car vous le savez aussi bien que moi, le président de la République est en France irresponsable politiquement et pénalement. Et je pense que c'est un des graves problèmes, le principal problème de la cinquième. Merci de votre attention. Olivier Beau. Philippe Martin. Merci. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le Conseil d'analyse économique, donc je vais en profiter pour faire une requête rapide et une petite publicité. La requête, c'est à propos de l'ISF et de l'évaluation de l'ISF dont vous avez parlé. Le CAE va être impliqué dans cette évaluation. Je pense qu'elle est extrêmement importante. Elle va être difficile parce que, en effet, c'est difficile de la faire un an après sa mise en place. Mais elle va être d'autant plus difficile que nous n'avons pas accès aux données individuelles de l'ISF. Donc, tant que nous n'avons pas les données individuelles sur l'ISF, nous ne pouvons pas faire une évaluation intelligente ou même toute évaluation sur cette question. Donc voilà, c'était ma requête rapide. Et puis une publicité, c'est la publicité sur une note qui va paraître d'ici 2 jours sur la taxation du CO2. Vous avez évoqué le prix du CO2 et vous disiez que c'était quelque chose d'indispensable en effet pour faire la transition écologique. Et vous l'évoquiez au niveau européen, et vous avez évoqué aussi la question de la taxe aux frontières. Je suis tout à fait favorable à un prix du CO2, évidemment, au niveau européen, à une taxe aux frontières. Mais on ne peut pas attendre, je crains, le fait que les Européens se mettent tous d'accord sur ces questions. Vous le savez très bien, ça va être extrêmement difficile. Je pense qu'il faut évidemment pousser dans cette direction, mais je ne crois pas que la France, qui a l'ambition de la transition écologique et qui a la responsabilité aussi de l'accord de Paris, puisse attendre cela. Or, et c'est ce qu'on dit dans cette note, qui d'ailleurs va être présentée demain à Emmanuel Vargon, dans cette note, c'est qu'on sait que dans le mix des instruments sur la politique de transition écologique, on a la réglementation, les investissements, la recherche et développement, les aides à la transformation, mais sans le prix du CO2, on n'avancera pas. C'est-à-dire que ce mix, c'est des compléments, ce ne sont pas des substituts. Et si on veut avoir l'ambition de la transition écologique, le signal prix, il est indispensable. Les autres
instruments le sont aussi, sont très importants, mais il est indispensable. Donc nous faisons 2 recommandations principales dans cette note. Comme vous le savez, le mouvement des Gilets jaunes, évidemment, il est parti de cette question de la taxe CO2, donc on a un problème en effet de justice sociale. Nous, ce qu'on fait comme proposition, c'est une redistribution totale de la taxe aux ménages, parce que, et là on revient sur la question de la confiance. La question de la confiance a été essentielle dans l'échec de cette politique publique. C'est parce que les ménages ont cru, ont pensé, et peut-être pas complètement à tort, que l'État voulait utiliser cette taxe pour se financer, réduire le déficit ou financer d'autres taxes, de réduction de taxes, par exemple l'ISF, qui leur apparaissait injuste. Donc il y a ce problème de confiance et d'injustice fiscale qui a été mal vécu. Donc nous, on propose une redistribution totale de la taxe aux ménages avec une clé de répartition qui soit à la fois en fonction du revenu, mais aussi, ce qui est très important, parce que je pense qu'on l'a dit, de la localisation des ménages, en particulier en faveur des petites communes ou des communes en dessous de 20 000 habitants. Et puis finalement, c'est aussi de dire, et c'est en lien avec la justice fiscale, c'est de faire remonter la taxe à un niveau plus élevé, parce que ce qui a été très mal ressenti, vous le savez, c'est qu'un certain nombre de secteurs sont exonérés de cette taxe. Donc, je sais que vous n'aimez pas les taxes, je sais que vous ne voulez pas sortir du grand débat avec une taxe en plus, mais si on veut avoir cette ambition de la transition écologique, on sait que le prix du CO2 doit être présent, et donc il faut construire les conditions politiques, sociales et économiques pour pouvoir remettre ce signal prix en marche. Merci. Marthe Fatin-Rouge-Stefanini, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre invitation. Et au début de ce débat, vous nous avez invités à la fois à parler dans notre domaine de spécialité, mais aussi en tant que citoyen. Et je vais commencer par la parole de citoyenne, parce que je voudrais vous faire part d'un rêve. Alors, c'est un rêve peut-être qui est pas seulement dû à l'heure tardive, mais peut-être à ma naïveté. Mais en fait, j'ai toujours cru, j'ai toujours espéré que l'école publique en France soit partout la meilleure école de France, partout. C'est-à-dire, quel que soit le lieu où on habite, que ce soit une école d'excellence, meilleure que le privé, par exemple. La meilleure école de France, la meilleure école aussi dans laquelle il y ait toujours de la mixité sociale, qu'on revienne, qu'on réintroduise la mixité sociale. Je dis réintroduire parce qu'on l'a connu, ça, il y a 30 ans. La mixité sociale, on l'a connue, et l'école publique excellente aussi, on l'a connue. Cette école publique, j'y tiens parce que c'est l'école de l'ascenseur social, c'est l'école de l'égalité des chances, c'est l'école aussi de la solidarité. Et c'est vrai qu'on peut se demander comment peut-on avoir aujourd'hui des individus solidaires si les individus ne se côtoient pas dès l'école. Alors, une école excellente, bien évidemment, de la maternelle jusqu'à l'université et dans toutes les formes d'école. Le deuxième point pour lequel je suis venue aujourd'hui, c'est pour vous parler de mon domaine d'expertise. Je suis constitutionnaliste et comparatiste, je travaille sur les référendums. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les citoyens souhaitent s'impliquer davantage, aussi bien sur le plan local que national, dans les processus de prise de décision, mais aussi dans le contrôle en continu des actions entreprises par les élus. Il y a à la fois une volonté de prendre part à la chose publique et de bénéficier d'une plus grande transparence dans les choix effectués. La transparence par rapport aux lobbies également, hein, qui peuvent être parfois derrière certaines décisions. Alors, plusieurs pistes ont été évoquées dans le cadre du grand débat, notamment les assemblées citoyennes constituées de personnes tirées au sort et surtout le référendum d'initiative citoyenne. Alors, en France, on a des procédures référendaires, c'est vrai, notamment à l'article 11, mais ces procédures, elles sont complètement dépassées, démodées, et même la réforme de 2008, elle n'est pas du tout à la hauteur des attentes des citoyens. Le référendum d'initiative partagée, ce n'est pas un référendum d'initiative partagée, c'est un référendum d'initiative parlementaire. Ce n'est pas les citoyens qui prennent l'initiative de ces référendums.
Alors c'est vrai qu'en France, on craint le référendum d'initiative citoyenne. Hein. Il n'est pas particulièrement, comment dire, c'est pas quelque chose qui suscite beaucoup d'enthousiasme. Mais je pense que c'est parce qu'en fait, on met toutes les procédures référendaires qui sont très mal connues dans le même sac. En fait, il y a une diversité de procédures, il y a une diversité d'exemples à l'étranger. Il y a beaucoup d'États qui se sont dotés de référendums d'initiative citoyenne et de procédures d'initiative citoyenne. Donc, on parle souvent des mauvais exemples, mais on ne parle pas des bonnes pratiques. Or, le référendum d'initiative populaire, ça peut être un véritable atout dans une démocratie lorsque la procédure est bien pensée. Ça peut permettre, bien évidemment, aux citoyens de s'impliquer plus, c'est ce qu'ils demandent d'ailleurs. Ça peut permettre aux citoyens de soutenir certaines réformes importantes, notamment en matière environnementale. Ça peut permettre aussi que certaines questions, tout simplement, soient débattues à la fois hors du Parlement, mais également dans le Parlement. Et on devrait prendre l'exemple de la Suisse, où les propositions d'initiative populaire sont débattues dans le Parlement, des avis sont donnés par le Parlement, qui sont souvent suivis par les citoyens, et il y a même la possibilité de faire des contre-projets. Il y a aussi le cas de l'Oregon, par exemple, où là, il y a une association entre le référendum d'initiative, alors qu'il soit populaire ou parlementaire, et une assemblée délibérative, une assemblée de citoyens qui va venir donner son avis, c'est-à-dire des personnes tirées au sort qui vont donner leur avis sur ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont compris de la proposition référendaire. Ils vont écouter ce qu'ont à dire les promoteurs, mais aussi les détracteurs du référendum. Ils vont écouter les experts et ils vont livrer aux citoyens, en même temps qu'on va leur donner le matériel électoral, en fait, toute la proposition référendaire, ils vont livrer ce qu'ils ont compris et ça va aider les citoyens à éclaircir les enjeux d'un référendum. Donc le référendum, c'est pas forcément une mauvaise chose. Il ne faut pas diaboliser les référendums. Il y a des bonnes procédures référendaires. Et d'un autre côté, il ne faut pas non plus le sacraliser, le référendum. Ce n'est pas parce que les citoyens se prononcent au niveau national qu'avec un référendum, on peut tout faire. Ça ne donne pas le droit de tout faire, justement, dans une démocratie. Parce que dans la démocratie, il y a aussi le respect des droits et des libertés fondamentaux, la préservation de l'état de droit. Et tout simplement, si on pose un cadre pour le respect, un cadre qui permet de justement, comment dire, limiter, si on pose des garde-fous en matière référendaire, excusez-moi, c'est l'heure tardive, eh bien, ça permet tout simplement de protéger la liberté de choix des électeurs, plus largement l'égalité du vote, que l'on ne trouve pas derrière les plateformes sur les réseaux sociaux et la participation des citoyens derrière les réseaux sociaux. Et ça permet tout simplement de protéger la démocratie elle-même, le cadre référendaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marthe Fatin-Rouge. Cédric Villani, je suis désolé, vous avez la parole seulement maintenant. Vous allez clore en quelque sorte ces interventions avant le président de la République. Merci, Monsieur Erner. De toute façon, comme on sait bien, les parlementaires ont l'habitude de débattre fort tard. Monsieur le président de la République, chers collègues, chers amis, je commencerai aussi en tant que parlementaire par reprendre la balle au bond. J'ai entendu plusieurs choses un peu bousculantes pour les collègues parlementaires. Et j'insiste sur le fait que tout ce qui a été dit sur le difficile statut des parlementaires est discuté aussi au sein du Parlement, y compris les questions d'alignement sur le calendrier présidentiel, y compris les questions de durée de mandat. Et il est fort possible, les débats, justement dans le cadre du grand débat, ont été vifs ces temps-ci, il est fort possible qu'on se saisisse de ça dans les années qui viennent. Monsieur le Président, il y a un an ou quelque chose comme ça, je vous accompagnais dans votre visite d'État aux États-Unis. Et dans votre discours au Congrès, il y avait un moment qui était marquant, je suis sûr que vous vous en souvenez, quand vous avez énoncé de façon très forte les valeurs auxquelles vous croyiez pour la politique, un moment où vous avez dit « je crois dans la science », et seule une moitié du Congrès s'est levée en guise d'approbation, l'autre manifestant clairement son scepticisme par rapport à l'idée que la science pouvait avoir une influence constructive sur la politique.
Et on voit dans le fait que vous organisez ce débat ici, combien au contraire, et dans certaines missions que vous avez confiées à des parlementaires ou à diverses personnes, tout le prix que vous apportez, que vous accordez au fait que l'action politique doit aussi se nourrir de conseils scientifiques. Et ma question sera sur ce sujet-là et sur cette organisation. On note que aussi ici, nous sommes dans un jeu à trois. Il y a le politique que vous et des membres du gouvernement incarnez, il y a les intellectuels, scientifiques, experts, il y a aussi les citoyens, puisque les débats sont retransmis. Et c'est dans ce jeu à trois que se jouent beaucoup des enjeux de l'articulation entre science et politique. De façon générale, quand on veut avoir une démarche de progrès, que ce soit dans un cadre public ou privé, il faut des investissements, de l'effort, de l'argent. Il faut aussi une médiation entre l'expertise et la société ou la sphère d'application, la sphère économique ou ce qu'on veut. Les deux ne vont pas de soi pour organiser. Cette médiation entre experts et politiques, elle peut s'organiser de façon classique avec des conseils qui sont consultés à l'occasion. Souvent, ce n'est pas très efficace. Je l'ai vécu avec quelques autres des collègues qui étaient ici il y a quelques années, comme Serge Haroche ou Jules Hoffmann. Nous faisions partie de tous les conseils scientifiques imaginables pour le politique. Ça n'a pas empêché certaines décisions calamiteuses pour la science d'être tentées par un gouvernement précédent, sous un président précédent, et nous avons dû monter au créneau de façon violente, alors même que nous aurions dû être consultés bien en amont. Dans un autre registre, au Parlement récemment, nous parlions tout à l'heure du sujet des rénovations énergétiques. Quand est venu le projet de loi de finances, avec quelques collègues experts, on s'est dit on va l'aborder de façon plus rationnelle que d'habitude, instruire le sujet en amont, trouver les vraies raisons pour lesquelles ça n'avance pas bien. On était arrivé à quelque chose qui nous semblait fort intéressant, mais dans le jeu compliqué de la mise en place du projet de loi de finances, finalement, la chose nous est passée sous le nez sans qu'on ait pu vraiment donner notre avis. Les conseils ont du mal à se faire consulter. Notre mode de médiation, c'est celui dans lequel on met les gens ensemble et on compte sur la valeur écosystémique, si l'on veut. Ça peut être très puissant, sans qu'il y ait de consultation organisée. Pour prendre un exemple qui vient de la sphère privée, qui a été cité plusieurs fois dans la première partie du débat, Google, certes, n'a pas bénéficié de financement particulier, mais partait avec un avantage énorme, c'est que Sergey Brin, l'un des fondateurs, était le fils d'un universitaire, un mathématicien très connu, et avait une bonne idée de ce qu'on pouvait faire en recettes mathématiques, en innovation. Et puis, ils étaient dans l'environnement d'une très grande université avec une culture qui naturellement brasse le scientifique et le technologique d'une part, l'aventure audacieuse économique d'autre part. Et on voit sur cet exemple et sur bien d'autres exemples combien le transfert peut être efficace en écosystème. Mais pas facile d'organiser un écosystème. À monter toute pièce, ça joue sur les cultures. On voit comme dans nos universités françaises, on a le plus grand mal à organiser, Frédéric Vidal pourrait en témoigner, le transfert entre la partie scientifique et la partie innovation. Maintenant, l'investissement aussi peut être difficile à obtenir, surtout si c'est sur le long terme, vu la ténacité que demandent les très grands projets. C'est vrai dans le secteur privé aussi. On pense à Amazon, qui est peut-être l'entreprise la plus puissante du monde, ou l'une des 2-3 plus puissantes du monde. Il a fallu 6 années avant que ses comptes arrivent seulement à l'équilibre, alors même que son chiffre d'affaires était de l'ordre du milliard. Aucune politique publique n'envisagerait d'investir de telles sommes sans retour, à moins d'y être poussé par de bonnes raisons, en se disant qu'il y a un intérêt sur le très long terme qui va au-delà du temps d'un mandat, au-delà du temps de la volonté d'actionnaire. Et donc se pose la question générale, aussi pour des sujets de très long terme comme l'environnement, comme l'éducation, comment faire en sorte d'organiser sur le long terme, structurellement, le bon contact entre les politiques et les experts, qu'ils soient scientifiques, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient des philosophes. Alors, à cette question-là, bien sûr, un autre exemple que j'aurais dû donner, excusez-moi, les grands investissements que vous évoquiez du président Sarkozy, je me permettrai, avec le regard bienveillant de Monique Cantos-Perber, de dire un mot bienveillant sur leur impact dans le domaine de l'enseignement supérieur. Sans les actions du PIA, nos universités seraient encore bien plus démunies qu'elles ne sont. Cela n'est pas visible de façon claire et l'action se compte sur le très long terme.
mais c'était courageux de lancer, d'investir autant sur des sujets qui sont importants sur le très long terme. Alors donc se pose la question, comment organiser sur le très long terme cette bonne médiation, ce bon partage des compétences qui aille au-delà du temps politique. On peut tenter plusieurs réponses. On sait que Dominique Bourg a tenté une réponse institutionnelle avec sa proposition de chambre du long terme, mélangeant corps intermédiaires, des citoyens et des experts, avec l'idée que ça se formerait comme une chambre dite de chambre du long terme, ou ce que vous voulez, qui viendrait s'ajouter aux autres chambres, avec l'avantage de travailler à la fois sur la question institutionnelle et sur la question du brassage écosystémique au sein du Conseil. D'autres préféreront dire que ça relève de la pratique politique et qu'on a avantage à mélanger experts politiques, comme c'était l'une des actions fortes dans votre programme, dans la mise en place de votre mouvement. D'autres encore diront qu'il y a d'autres formules envisageables. Monsieur le Président, quel est votre regard sur cette question à laquelle on sait que vous êtes sensible, l'organisation du conseil scientifique, technique, expert dans les meilleures conditions au-delà du temps politique naturel? Merci beaucoup Cédric Villani. C'était donc la dernière contribution. Monsieur le Président, une réponse que les ministres s'emparent de leur micro. Je vais être bref alors. Et répondre à une question qui a vraiment été il y a très longtemps de la part de Jean Viard, je crois, qui est parti, ou c'était Olivier Galland plutôt. Non, c'est Olivier Galland qui avait posé une question sur l'importance de la participation à l'école. Mais ça peut être une porte d'entrée pour peut-être répondre à plusieurs choses qui ont été dites sur l'école, y compris la question de la mixité sociale. D'abord, le fait de choisir le mot des écoles de la confiance est évidemment la première des réponses. Et ça fait écho avec beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui, puisqu'on peut quand même faire le diagnostic que nous ne sommes pas assez dans une société de confiance en France, et depuis assez longtemps, et que la création d'un cercle vertueux de la confiance passe d'abord par l'école. Et ce d'autant plus si l'on prend au sérieux la question de ce qui se passe pendant la petite enfance, et ça a été un peu dit aussi aujourd'hui. Et donc finalement, comment crée-t-on les bons réflexes de confiance dans les autres et de confiance en soi pendant les premières années de la vie. Les premières mesures que l'on a prises vont dans ce sens. Le fait de souhaiter l'instruction obligatoire à 3 ans et l'occasion de mettre l'accent sur l'école maternelle. Stanislas Dehaene, qui était là, et Boris Cyrulnik ont été impliqués dans les assises de la maternelle qui ont vocation à renouveler notre pédagogie et notre approche de l'école maternelle. Le fait de dédoubler les classes de CP et de CE1 par 2, c'est évidemment non seulement une mesure sociale, mais c'est aussi une mesure pédagogique, parce que dans des groupes de 12, on peut envisager beaucoup plus la participation, et c'était le sens de la question, et aussi la mixité sociale, parce que par exemple, un des phénomènes secondaires qu'on est en train d'observer de la division des classes de CP par 2 en REP et en REP+, c'est le retour des classes moyennes dans ces écoles pour bénéficier de la mesure. Donc il y a, au travers de la politique des premières années de la vie, une politique de la confiance et une politique de la participation qui est très importante. Traditionnellement, dans le débat pédagogique qui souvent déborde sur le débat politique, on a tendance à opposer la participation de l'élève et puis la transmission des savoirs, dans une sorte de querelle éternelle entre les anciens et les modernes. Et ce que nous essayons de faire, dans une sorte de en même temps pédagogique, c'est de dépasser totalement cette opposition pour dire que nous avons besoin évidemment des deux, et c'est ce qui se traduit aussi bien par certaines évolutions pédagogiques que par certaines évolutions d'organisation. Ce serait trop long de décrire tout ce que ceci implique, mais puisque la question portait sur l'engagement et sur notre capacité à créer de la participation chez l'élève, je pense que c'est important de dire que dans nos sociétés sécularisées, et il a été beaucoup de questions de ça ce soir, il est exact que nous manquons probablement de la cérémonie initiatique nécessaire à l'adolescent quand il rentre à l'âge de l'adolescence, qui correspond grosso modo au collège. Et lorsque cette dimension initiatique n'a pas lieu, c'est toute une série d'initiations mauvaises qui se passent. C'est les gangs, c'est le communautarisme, c'est toute une série de phénomènes sociaux. Il est donc très important
que le collège réussisse cette initiation laïque, sécularisée, qui ne se passe pas aujourd'hui ou qui se passe de façon anarchique. D'où l'enjeu de l'engagement. L'engagement, ça signifie être capable de servir l'intérêt général, être capable d'être dans l'esprit collectif, ce qui nous renvoie à un autre enjeu pédagogique et éducatif, qui lui aussi résonne avec nos enjeux politiques, c'est-à-dire essayer d'en finir un peu avec un certain individualisme qui règne dans notre société et dans notre école. Et donc apprendre à travailler à plusieurs. Parce que nous savons que ce point-là est aussi un point à travailler dans notre vie pédagogique comme dans notre vie politique ou notre vie économique. Comment l'enfant, dès l'école primaire, apprend à gagner à plusieurs plutôt qu'à gagner tout seul. On voit que derrière cela, aussi les vertus éducatives du sport, les vertus éducatives de l'éducation artistique et culturelle, par exemple des orchestres à l'école que nous encourageons, etc. Cette dimension donc, qui crée du collectif et qui insisterait notamment à partir du collège sur l'engagement dans l'intérêt, dans des enjeux d'intérêt général, ça passe par exemple le secourisme au collège, ça passe par toute une série d'initiatives que nous prenons. Et puis il y aura un point de repère pour cela, c'est la création du service national universel à l'âge de la seconde, qui va être en quelque sorte le point de repère de l'engagement, puisque pendant un mois, toute une classe d'âge fera un service national universel, qui sera l'occasion d'ailleurs d'avoir aussi des opportunités d'engagement en aval. Cette notion d'engagement, elle suppose aussi que nous créons de la confiance en soi des élèves tout au long du parcours. Et là aussi, on a envoyé un certain nombre de signaux. De ce point de vue-là, la réforme du baccalauréat en est un, puisque le fait d'installer un oral un peu solennel à la fin du cursus est aussi une façon d'envoyer vers l'amont tout un message sur le fait qu'il est important de savoir parler, d'argumenter, d'écouter les autres, bref, tout ce que nous, j'espère, avons vécu un peu ce soir, et ce que le grand débat est censé créer comme pédagogie démocratique dans notre pays, qui, je crois, plaît à beaucoup de monde et qui, du coup, peut-être se renouvellera sous des formes diverses et variées. Donc, en d'autres termes, pour rebondir sur la question d'Olivier Galland, oui, on a besoin de cette école de la confiance. Oui, c'est une école de la participation. Oui, ça passe par de la création du collectif, qui est finalement, et peut-être même l'essence de l'école de la République, que de créer ce collectif. Et les premières réformes engagées, que ce soit celles de l'école primaire ou celles du lycée, vont dans ce sens. Bien entendu, il y a bien d'autres choses à faire, et je terminerai par là. Notamment deux grandes catégories de choses qui sont contenues dans la loi qui a déjà eu un vote en première lecture à l'Assemblée. Premièrement, la formation des professeurs, où on va retrouver cet enjeu du collectif. Nous avons besoin de beaucoup plus de travail en équipe dans notre système. Et deuxièmement, la relation parent-école, enjeu majeur là aussi. Notre pays, ces deux choses-là, la formation des professeurs et la relation parent-école, sont les deux premiers facteurs de réussite d'un système éducatif. Et aujourd'hui, c'est deux points assez faibles du système français. Et donc le deuxième point doit progresser. Et si on prend l'exemple de la division des classes de CP et de CE1 par deux, c'est quelque chose qui a déjà, dans un premier temps, à très court terme, créé une nouvelle atmosphère de participation des parents et de confiance des parents dans l'école. Donc voilà, à très grands traits, la réponse que je pouvais faire, surtout à Olivier Galland, qui n'est plus là, mais ce faisant, quand même, à un certain nombre de choses qui ont été dites aujourd'hui sur les enjeux à la fois de justice sociale et d'élévation du niveau général. Frédérique Vidal, Madame la Ministre. Merci beaucoup et d'abord merci à tous d'avoir contribué ce soir aux réflexions. Je voudrais peut-être dire brièvement en réponse à un certain nombre de choses qui ont été évoquées que oui, d'abord, l'éducation, c'est donner aux gens la liberté de comprendre et donc la liberté de choisir. Et c'est pour ça qu'évidemment, c'est au cœur du projet que porte ce gouvernement. Apprendre à réfléchir, c'est aussi apprendre à utiliser des bases de connaissances solides. Et c'est pourquoi c'est important que ces bases soient données à tous. Mais ce que nous devons aussi donner à tous, c'est la capacité à apprendre à hiérarchiser et à valider la fiabilité des sources. Et ça, c'est le cœur de la méthodologie scientifique qui peut nous permettre de faire cela. Éduquer, c'est aussi permettre à l'esprit critique de s'exercer.
Et pour construire son esprit critique, il faut être aussi en capacité de s'exprimer et d'avoir un débat argumenté. L'aspect un peu normatif de l'évaluation en France, qui est très souvent associé à la sanction, ne favorise pas le développement de cet esprit critique. Et c'est pourquoi aussi on a parfois des gens qui se sentent obligés d'affirmer des choses sans se sentir obligés de les argumenter, parce que c'est aussi la force de l'affirmation sur laquelle on ne supporte pas de contestation, qui a été peut-être imprimée parfois. Et ça veut dire qu'il faut aussi qu'on travaille sur une évaluation exigeante, mais qui est capable de qualifier la progression. Parce que si on veut être capable de s'ouvrir aux autres et de comprendre les autres, et ça rejoint beaucoup de choses qui ont été dites ce soir, y compris sur la capacité à vivre en société, il faut commencer par avoir confiance en soi. Et donc, évidemment, l'enseignement supérieur doit être dans la continuité de cette école de la confiance, une école dans laquelle les parents doivent avoir confiance, la société doit avoir confiance, et les enfants doivent apprendre à avoir confiance en eux. Je ne reviendrai pas longuement sur ce qui a été dit et que je partage absolument, c'est-à-dire comment est-ce que l'on rétablit une légitimité d'une connaissance démontrée, une autorité d'un fait scientifique par rapport à l'expression d'une opinion, et comment est-ce que l'on remet en place une échelle de valeur entre un fait vérifié et une opinion. Tout ça, ça passe par un certain nombre de propositions et de choses qui ont déjà été faites. Alors effectivement, un travail sur la façon dont on repense l'accès à l'université et à l'enseignement supérieur, un travail aussi qui est en cours de construction sur comment est-ce que l'on permet d'avoir une véritable formation courte, professionnalisante, et comment est-ce qu'on fait en sorte que les jeunes puissent accéder à l'enseignement supérieur, y compris pour ceux qui le souhaitent, avec une vocation professionnelle courte, et qu'on arrête de demander aux universités de former dans le même type de cursus des gens qui vont avoir besoin de temps long, de conceptualisation, de façon à pouvoir ensuite faire de la recherche, et des gens à qui il va falloir qu'on donne prioritairement des compétences, bien sûr assises sur des connaissances, mais où on va privilégier peut-être autre chose que le conceptuel. Et ce travail de professionnalisation, il est évidemment en cours et il est à terminer. Instruire, éduquer, être capable de mener un débat argumenté, je crois que c'est un préalable à une véritable expression démocratique, c'est un préalable à l'usage de référendum, c'est un préalable à beaucoup de choses, parce que si on n'est pas capable de construire cette réflexion argumentée, alors effectivement, on est victime de ce que l'on trouve sur les réseaux sociaux, et finalement, on finit par penser que parce que c'est sur les réseaux sociaux et que ça correspond à ce qu'on pense, alors c'est une forme de vérité. La loi de programmation de la recherche, qui est souhaitée par le président de la République et qui a été annoncée par le Premier ministre, a aussi vocation à redonner du temps long et à redonner de la visibilité à la recherche. Et évidemment, la recherche dans toutes ses composantes, que l'on parle d'organismes de recherche, que l'on parle d'université, je crois que ce qui est important, c'est qu'on ait du temps pour créer de la connaissance et transmettre cette connaissance, parce qu'évidemment, c'est aussi ce qui est à la base ensuite de la façon dont cette connaissance se diffuse et vers les étudiants et vers le monde socio-économique en créant de l'innovation. Les écosystèmes, ça ne se décide pas, effectivement, mais lorsque l'on rentre sur ces questions sur la base d'un projet partagé, y compris dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, et pas par des questions de structure, alors on est capable de porter des choses vraiment transformantes. Pour terminer, je voudrais dire qu'on a un sujet aujourd'hui de reconnaissance sociale des intellectuels, et que c'est un vrai sujet. Ça a été abordé sur la question de la reconnaissance salariale, mais je crois que c'est loin d'être la seule question. Cette reconnaissance sociale, elle passe aussi par le fait que les enseignants-chercheurs, les enseignants, les chercheurs doivent retrouver la fierté de ce qui fait leur métier et doivent être capables de s'affirmer et de se revendiquer
comme des intellectuels. Et je crois que tout ça, ça passe aussi par notre capacité à avoir un verre à moitié plein et pas à moitié vide, c'est-à-dire aussi par notre capacité à arrêter l'autodénigrement sur l'ensemble de nos professions. Je crois que ça participe là aussi à la fierté d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire des intellectuels dans ce pays traditionnellement intellectuel. Merci, Madame la Ministre. Le ministre de la Culture, Franck Riester, Monsieur le Ministre. Oui, merci, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs. Très rapidement, 3 séries de remarques. D'abord, en ce qui concerne les questions institutionnelles, je fais partie de ceux qui pensent qu'au-delà, Monsieur le Président de la République, des réformes que vous avez évoquées à la fois ce soir, mais aussi dans les engagements que vous avez pris devant les Français il y a quelques mois maintenant, et qui devront, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, devront être conduits et menés. Je pense qu'il faudra prendre le temps d'une vraie réflexion sur nos institutions. On n'a pas fait le choix entre un régime présidentiel et un régime parlementaire. Et cet entre-deux génère un certain nombre d'incompréhensions, d'irresponsabilités, ça a été dit tout à l'heure. Et donc je crois qu'il faudra, à froid, prendre le temps de clarifier nos institutions et les simplifier pour qu'elles fonctionnent mieux. On a un vrai problème de fonctionnement du Parlement avec un temps de réforme qui est, à mon sens, beaucoup trop long, avec une redondance des sujets qui reviennent régulièrement à l'agenda de l'Assemblée nationale et du Sénat, alors même qu'elle aurait pu être traitée beaucoup plus rapidement. Et il y a un problème toujours, à mon avis, très important de millefeuille administratif avec des compétences qui ne sont pas suffisamment clarifiées encore. Deuxième série de remarques concernant la désinformation. Je crois que c'est un de nos grands défis démocratiques. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président. Nous n'avons pas les mêmes réponses, évidemment, que les régimes autoritaires. Il faudra trouver des réponses démocratiques à cet enjeu majeur pour l'avenir de nos démocraties. Ça passe par l'éducation, évidemment, l'éducation à l'image, mais l'éducation plus largement. Il y a une réponse de régulation. Il faudra sûrement, dans notre pays, mais comme d'autres, moderniser notre outil de régulation des contenus audiovisuels et inscrire les acteurs de l'Internet dans une régulation. Mais ça passe surtout, et vous l'avez très bien décrit tout à l'heure, par de l'autorégulation, c'est-à-dire que les acteurs directement concernés, les plateformes, les journalistes, les intellectuels, se saisissent vraiment de cette question de la désinformation, de la lutte contre la désinformation. On ne peut pas se substituer aux acteurs de la société civile et aux tiers de confiance pour lutter efficacement contre cette désinformation. Et troisième point, la culture. Vous me permettrez d'en dire un mot. Je crois vraiment que par rapport à la crise sociale, à la crise sociétale qui est la nôtre, la culture peut être une réponse très pertinente parce qu'elle fait du commun, elle rassemble, et on voit bien que, notamment chez un certain nombre de gilets jaunes, ce sont parfois des gens qui sont éloignés des offres culturelles, éloignés de la culture, et donc il faut trouver les voies et moyens pour rendre plus facile l'accès à la culture. Une réponse pourrait être le pass culture sur lequel nous travaillons, qui est en expérimentation, mais il y a bien d'autres réponses à pouvoir formuler pour permettre de faire en sorte que tous nos compatriotes puissent avoir mieux accès à la culture. Merci. Emmanuelle Wargon, oui, secrétaire d'État à l'écologie, vous avez la parole. Un mot très très rapide sur la partie transition écologique. Je pense que ce que ce débat a fait apparaître dans la discussion, c'est qu'on est bien en face d'un enjeu de grande transformation du modèle de production, transformation du modèle de consommation et globalement du modèle d'organisation. On n'est plus au stade où on oppose l'écologie et la solidarité. Ça a été beaucoup dit. Il y a beaucoup de politiques d'écologie qui sont en fait des politiques de solidarité. Ami Dahan a cité la rénovation du bâtiment, qui est évidemment un très bon exemple sur lequel on sait qu'on peut atteindre les deux objectifs. Et que cette politique, il faut la penser avec une très forte composante aménagement du territoire. C'est ce qui a été dit notamment par Jean Viard, sous une forme différente par Hervé Lebras, mais le fait que le spatial est important et qu'il faut réinventer des modes de vie qui sont liés à une nouvelle vision de l'aménagement du territoire au sens très large, sachant que la vision actuelle est quand même très largement dépendante d'infrastructures et d'une organisation spatiale et territoriale qui est obsolète quand on voit les enjeux qu'on a sur la préservation des ressources de la planète. Sur le besoin de financement et comment on fait, moi je retiens d'abord l'importance du rôle des acteurs privés.
Alors, les entreprises, bien sûr, et ça a été cité, autour de leurs responsabilités, mais en fait, la responsabilité des entreprises, on la tire de deux manières. On la tire par les consommateurs d'un côté et par les investisseurs de l'autre. Par les consommateurs, parce qu'in fine, c'est quand même eux qui choisissent les produits. Et le jour où ils se rendent compte de ce pouvoir-là, la consommation change. Et par les investisseurs, parce que si on arrive à faire bouger les consommateurs ou les entreprises, alors les investisseurs réintégreront ça dans le modèle stratégique d'évaluation ou de valorisation de l'entreprise, à la fois positivement par les perspectives de marché et négativement par les risques. Financement public également, on a évoqué le pacte européen et la possibilité d'orienter mieux des financements communautaires et financements nationaux. Et ça nous ramène à la question de la taxe carbone, où effectivement, on se verra avec Philippe Martin demain pour en parler. J'ai eu l'occasion d'en parler aussi avec Thierry Pêche, qui est parti suite à la note que Terra Nova a sortie avec i4Climate. Je pense que c'est une question qui un jour reviendra, mais il faut que les conditions soient réunies. Il faut qu'elles soient réunies à la fois techniquement et démocratiquement. Techniquement, c'est-à-dire avec une affectation beaucoup plus claire, à la fois aux ménages modestes et probablement aux territoires, et démocratiquement avec une vraie discussion démocratique qui avait partiellement eu lieu, et en tout cas très insuffisamment eu lieu. Et puis pour finir, je pense qu'il faut arriver à faire de cet enjeu un projet collectif positif. Ça a beaucoup été dit. On n'est pas contre et on n'est pas désespéré. On pense que ce défi, il est potentiellement gagnable collectivement. Merci Emmanuel Wargon. Monsieur le Président de la République, un mot de conclusion et des réponses. Alors, non, merci beaucoup. En tout cas, au fond, c'est que on voit le tableau qui se compose progressivement avec les éléments et les parts d'incertitude qui sont préservés. Alors, sur le sujet des transitions professionnelles, je ne sais pas si je suis vraiment suédois, mais je crois très profondément à la nécessité, en effet, et à la partie protégée que représente ce plan d'investissement de compétences, ce qui permet de creuser le sillon et d'éviter, enfin, de lever toute ambiguïté. Quand je parlais tout à l'heure des dépenses, je crois qu'on peut se retrouver sur un point, c'est qu'elles ne sont pas toutes égales, et qu'en effet, il y a des dépenses qu'il faut classifier comme de l'investissement. Et pour rejoindre ce que disait aussi tout à l'heure Cédric Villani, c'est très clair que la part plan d'investissement qui était sur le savoir, les universités, la formation de capital humain, de recherche, était non seulement courageuse, mais indispensable. Et ça a permis de muscler des choses. J'étais plus sur les parties plus conjoncturelles de relance. Et donc, le plan d'investissement compétences, en effet, l'objectif, c'est d'essayer de répondre à un premier défi qui, lui, me semble très français, qui est que nous sommes la seule grande économie d'Union européenne où il y a eu le chômage de masse aussi longtemps. Et donc ça a quand même conduit à des déqualifications qui créent des désajustements profonds. Et donc on peut dire, ça repart, on commence à recréer de l'emploi dans certains secteurs. Il n'empêche que quelqu'un, même s'il a une formation initiale qui a vécu 2-3 années ou plus dans le chômage, il faut accepter de réinvestir et de reformer cette personne pour qu'elle puisse retrouver un emploi. Et c'est d'ailleurs les situations aberrantes qu'on a et qu'on peut entendre en disant on a des offres mais elles ne sont pas pourvues. Il n'y a pas que les sujets de motivation ou d'incitation, il y a les sujets de compétences, et ce désajustement, il faut qu'on le pallie. Le deuxième sujet, vous l'avez évoqué, c'est aussi sur la jeunesse et sur les jeunes décrocheurs. Alors, on a accumulé environ 2 millions de jeunes qui sont en situation sans avoir d'emploi ou de diplôme, et donc là, on doit clairement assumer d'avoir un investissement particulier. Mais plus largement, et dans le cadre de ce que vous portez sur les transitions professionnelles, la réforme, elle, profonde du système, indépendamment si je puis dire, ce choc d'investissement de 15 milliards d'euros, qui est une partie importante donc du grand plan d'investissement, c'est de réorienter différemment l'argent privé. C'est qu'on a un système dans lequel on s'était enfermé, d'abord qui était très peu évalué pour le coup, puisque ceux qui prescrivaient la formation assez souvent vivaient du fait de la fournir et étaient en charge de son évaluation. Donc on a un système où on met beaucoup d'argent public et privé dans la formation professionnelle, elle est plutôt mal évaluée, mal orientée, et elle va plutôt vers les insiders du système, c'est-à-dire c'était plutôt les salariés déjà des grands groupes qui en bénéficiaient. Une Française ou un Français qui est dans une TPE ou qui vit dans la situation d'intérim, il n'a quasiment pas accès à la formation professionnelle, et les chômeurs, indépendamment du plan 500 000 de la mandature précédente, n'y ont pas accès. Et donc c'est à la fois un investissement public et une réorientation pour faire face à ces transitions.
Et je considère pour ma part que ça nous permettra d'une part d'améliorer notre fonctionnement du marché du travail, d'accompagner ces transitions et en effet de créer plus d'emplois et d'en détruire moins dans les périodes difficiles par rapport à nos voisins. Parce que si je regarde comment on s'est comporté ces dernières années, on en crée moins facilement dans les périodes de reprise parce qu'on avait un système de formation très désajusté et on en détruisait beaucoup plus dans les récessions. Ça, c'est plutôt la part fonctionnement du marché du travail et rigidité qu'on a essayé de traiter en début de quinquennat. Donc, en tout cas, moi, j'y attache beaucoup d'importance. Et la question, là aussi, ce sera celle de s'assurer, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, qu'on arrive à ce que, au-delà de la part publique, on réoriente vers les publics qui en ont le plus besoin, et donc qu'on puisse à chaque fois évaluer. Il y a à la fois s'assurer que ça va vers les demandeurs d'emploi ou ceux qui sont le plus loin de l'emploi, mais il y a aussi tous les effets très concrets que vous avez cités tout à l'heure, madame, et qui peuvent avoir un effet pervers, c'est-à-dire les barrières à l'accès à ces formations qui sont liées à la vie, aux conditions d'accès, de transport, etc., et qui rejoignent plus largement une politique qu'on doit conduire. Alors après, sur la déconsolidation démocratique, je partage totalement le constat qui a été fait et l'analyse que vous en avez tirée. Et au fond, ça rejoint cette idée, il me semble qu'au-delà de ce que vous avez parfaitement décrit et auquel j'adhère, qu'est-ce qui crée cette situation de tension, de violence? Pour moi, ce sont deux choses. C'est un, le rapport à l'autre qui a profondément évolué. Et donc, on a besoin d'un autre pour construire notre propre identité. Quand il y a une forme de dissolution, on recrée l'autre et la haine de l'autre chez soi, si je puis dire. Et donc, tous les discours qu'on a là et qui aujourd'hui viennent fracturer notre société, c'est un rapport à l'autre avec lequel on ne veut plus vivre. Et il y a une incivilité aujourd'hui croissante qui est là et qui est attentatoire, je dirais, à la base de la démocratie, où l'expression libre des désaccords et le cadre qu'on lui donne, c'est précisément ce qui interdit la haine et la violence en démocratie. Et là, on est en train de le perdre totalement et d'avoir une légitimation de la violence et de dire qu'il y a une part irréductible de violence qui n'accepte plus aucune civilité démocratique. Et donc ça, c'est on avait un combat, je vais y revenir parce que je crois que Denis Péchanski a apporté aussi une part d'explication à cela, qui est très anthropologique, mais qui est là. Par contre, l'idée de dire qu'on a besoin de remettre de la souveraineté, du contrôle de la frontière, il me semble en effet être une des réponses à cette déconsolidation démocratique, parce qu'elle elle réajuste en quelque sorte le périmètre de la légitimité, de l'action, de la responsabilité. C'est-à-dire, là où les gens choisissent, eh bien, c'est le périmètre sur lequel je dois pouvoir avoir une action utile et je dois pouvoir en rendre compte. S'il n'y a plus de frontières ou de souveraineté, je ne peux plus rendre compte de rien. Et donc, là, en effet, il y a un principe d'irresponsabilité, parce qu'à aucun moment, je ne peux rendre compte de la chose. Après, et c'est tout le débat qu'on peut avoir sur ensuite la dévolution du pouvoir à un autre niveau, il faut que les trois collent. Et bien souvent, c'est toute la problématique de l'État en France, qui a dévolu des pouvoirs au local, mais qui ne correspondent pas au niveau de légitimité démocratique, ni de responsabilité. Je prends un exemple simple qui est, à mon avis, au cœur de beaucoup de problèmes. Pourquoi tout remonte à l'État central? Parce qu'il y a ce surmoi français. Mais même quand on a décentralisé des politiques, on dit c'est l'État quand ça ne va pas. On a décentralisé la politique sur la petite enfance. Il y a eu plusieurs semaines des émissions qui se sont tenues, des vraies politiques. Les détenteurs même de ces politiques ont dit c'est l'État. Ils n'en prennent pas la responsabilité. On a décentralisé, dit-on, depuis 15 ans, les politiques sociales. Mais en même temps qu'on les a décentralisées, en a-t-on donné le vrai cadre démocratique? Je le disais tout à l'heure en creux, est-ce que quand les gens votent pour leur conseiller général ou leur président de département, ils se disent « je fais un choix de politique sociale » ? Rien du tout. D'ailleurs, ils votent plutôt pour du service public de proximité qui ne dépend pas des départements, hormis la partie collège. Mais en effet, le département n'est pas compétent et ne peut pas aujourd'hui interdire la fermeture de tels services publics, décider sur la santé, comme on le disait tout à l'heure ou autre. Et donc, on a créé une série de décalages entre les processus de légitimité démocratique, d'action concrète et du coup de responsabilité. Et ça rend malheureux. Parce qu'à la fin des fins, ça bâtit cette déconsolidation démocratique que vous évoquiez. Donc oui, je pense qu'il faut remettre, en effet, et assumer la souveraineté de la frontière, mais qui peut être après un rapport ouvert. J'y reviendrai, c'était le point d'Olivier Mongin. Mais je pense que c'est une nécessité pour ensuite avoir le choix du degré d'ouverture et une nécessité pour pouvoir construire surtout ce sur quoi j'ai prise.
Et donc, je peux apporter la réponse en termes de contrôle ou pas. Et ça, je crois très profondément à l'ouverture et à un rapport de coopération dans la mondialisation, mais je pense malgré tout que si c'est la dilution, il n'y a plus de coopération possible parce qu'il n'y a plus de contrôle. Et donc, plus personne ne rend compte de quelque chose. Mais je pense que cette même problématique que vous avez déclinée sur la frontière et la souveraineté, il faut la décliner à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir faire ces réajustements. Ce que vous avez ensuite dit sur les réseaux sociaux et vos propositions, moi j'y adhère. Et au fond, on est en train de voir, il me semble, dans le mouvement social sous nos yeux, se révéler une partie de la réaction chimique en chaîne anthropologique qu'ont créé les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont permis le langage désinhibé, la très grande violence sous couvert d'anonymat. Eh bien, cette forme, ce que je peux faire sur le réseau social, maintenant je le fais dans la rue, et l'anonymat devient un casque, une cagoule, un masque. Je ne suis pas reconnaissable et je peux faire le pire. Dans un lieu qui n'est pas mien. C'est-à-dire que dans les réseaux sociaux, ce qui est frappant, on construit un échange de communication, d'action absolue, sous couvert d'anonymat, mais où il n'y a plus d'espace commun véritable. Il y a des espaces d'échange, d'interjection, mais il n'y a plus d'espace commun. Quand il y a la destruction absolue de commerce ou autre, la destruction de commerce a existé encore dans les phases récentes. En 2005, elle existe. Mais c'est ce que les forces de l'ordre appellent très joliment la délinquance acquisitive. C'est pour aller prendre quelque chose. Là, il y a eu ça, mais il y a de la destruction absolue. C'est-à-dire on vient casser un endroit qui n'est pas chez soi. Quand on entend ce qui est dit et ce qui revient des PV. Et ça aussi, c'est une espèce de translation dans le monde réel de quelque chose. On peut saccager cet espace parce qu'au fond, il n'appartient à personne, il n'a pas de vraie réalité. Et ça, c'est un vrai changement du comportement social civique qui est suscité par les réseaux sociaux. La deuxième chose, c'est l'anéantissement de toute forme intermédiaire, c'est-à-dire que c'est l'écrasement de tout. Toutes les paroles se valent parce que je peux vous insulter sur votre Twitter ou votre Facebook, et donc il n'y a plus ni de médiation, ni de décence commune. Et ça, on l'a maintenant translaté dans le réel, mais c'est en effet un changement anthropologique, en tout cas de la civilité en société démocratique qui vient des réseaux sociaux. Et puis, les réseaux sociaux ont consolidé ce que d'aucuns, reprenant des formules de romantiques 19e, avaient théorisé il y a quelques années dans d'autres livres, des affinités électives. Et donc des séparations au sein de la société beaucoup plus fortes. Et en même temps qu'on est ouvert à tout le monde et que je peux insulter sur son Twitter le président de la République française ou des États-Unis, que je peux me donner le sentiment que je vais débattre avec quelques prix Nobel que ce soit, même si je ne sais rien et que toutes les paroles se valent, dans le même temps, je peux construire mes espaces de confiance avec les gens qui me ressemblent et qui me ressemblent parce qu'ils disent comme moi et qu'ils pensent comme moi. Et donc ça a conforté des cassures dans le rapport à la vérité ou au commun, parce que quelque part, je ne me confronte plus là aussi à une forme d'autre véritable par un débat à un intermédiaire. Et donc tout ça pour dire que dans le diagnostic que vous avez fait, moi je vois, en tout cas c'est ma lecture de la situation que nous vivons, le fait que nous sommes en train de vivre dans la crise française l'expression tangible, physique et désinhibée de tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Et donc montre que si cet espace n'est pas régulé, qu'on ne lui apporte pas, qu'on n'y transporte pas les règles de responsabilité, de décence commune, qu'on n'y reconstruit pas de nouveaux communs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut partager, quelles paroles, de fait, on ne pourra pas réussir derrière à les maintenir dans l'espace réel. Parce que les gens vivent dans ce continuum. Et je pense que c'est ceux qui pensaient qu'on pouvait en quelque sorte préserver notre cadre et que c'était un espace intime ou parallèle, c'est faux, c'est là, et ça a créé un changement anthropologique très profond. Et donc oui, il faut créer ces apaisements que vous avez évoqués, j'aime bien ce terme et je pense qu'il faut pouvoir le reprendre, mais il faut créer aussi, il faut pouvoir recréer ces cercles de confiance qui ne sont pas l'entre-soi. Parce que ce que, quelque part, une partie des gilets jaunes les plus vindicatifs reprochent à l'élite, comme ils disent, qui est l'entre-soi, vous me parlez, qui est peut-être le reproche qui sera fait à ce qu'on dit ce soir, même si j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'opinions divergentes, c'est ce qu'ils adorent à eux-mêmes, enfin, appliquer à eux-mêmes, c'est qu'ils ne veulent que l'entre-soi absolu. On est détenteur d'une vérité entre nous parce qu'on pense pareil. Et gare à celui qui ne pense pas comme nous. Ce qui est un refus absolu de l'autre et qui justifie toute forme de violence contre l'autre. Et donc, je pense qu'on doit réussir à revenir sur les fondamentaux, c'est-à-dire
en effet une politique d'apaisement, ce qu'est la décence et la civilité commune dans une démocratie, parce qu'elle permet la controverse, ce qu'est le rapport à la vérité, et ce qu'est le rapport aux tiers de confiance qui permettent l'ouverture à l'autre. Et les tiers de confiance qu'on évoque depuis le début, ou ces corps intermédiaires, c'est précisément ce qui me permet de sortir de moi-même ou de celui qui pense exactement comme moi pour m'ouvrir à des cercles qui vont m'aider à penser l'intérêt général ou l'universel par des formes de commun de proche en proche. Et ça, on doit réussir à le repenser et surtout le rebâtir dans l'univers des réseaux sociaux et le numérique et dans ces nouvelles formes de sociabilité ou de construction de soi-même. Et on doit réussir à, en quelque sorte, briser ces solitudes qui se sont ainsi bâties parce qu'elles se translatent maintenant dans l'espace public réel. Et ça a été très bien dit par l'un d'entre vous tout à l'heure. Ce qu'on voit, ce sont des émeutes de casseurs où les comportements sont ceux de personnes qui sont presque physiquement dans leurs réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils assènent des discours de haine, ils errent, ils viennent participer à une casse qui se fait là d'un seul coup parce qu'il y a comme un événement Facebook qui se produit en réel devant eux. On peut tout casser et massacrer, c'est pas chez soi. Et puis on revient dans sa solitude, on erre dans la rue et on ne revendique rien. Il n'y a pas de débouché politique parce qu'il n'y a plus de commun. Je ferme cette parenthèse, mais je pense que c'est vraiment au cœur. Et ça, c'est pas la politique publique seule qui peut y apporter une réponse. C'est une prise de conscience, un sursaut collectif. Dans ce cadre-là, je pense que Olivier Mongin a dit une chose en effet très importante et qui poursuit ce raisonnement sur la part de l'histoire et qui, au fond, revient sur une autre dimension à ce que plusieurs d'entre vous ont évoqué, qui est d'un ancrage. Au fond, si on veut reconstruire quelque chose, il faut redéfinir l'espace, l'histoire et les mécanismes d'appropriation. Et c'est d'ailleurs seule l'appropriation permet ensuite l'hospitalité ou un rapport à l'autre. Si je ne suis plus propriétaire d'un espace qui a des frontières où je peux décider moi-même, l'hospitalité n'existe même plus. Et je pense en effet qu'on a collectivement, peut-être progressivement dérivé en disant que c'était absolument mauvais. Je partage ce qui a été dit et j'en ai parfois sans doute moi-même fait trop l'usage entre cette opposition entre la tradition, en tout cas un rapport à l'histoire et le progressisme ou un rapport à la modernité. On doit réconcilier ces notions parce qu'on ne peut pas construire une modernité sans qu'elle puisse s'enraciner dans un système de référence où les gens ont des repères. Sinon, la modernité devient une espèce de plongée, en effet, dans un ensemble d'inconnus, et donc elle devient non directionnelle. Et donc ce rapport à l'histoire, en tout cas à une historicité, je pense que c'est ce qui permet en effet un des éléments qui permet de construire. Le mot d'identité, il est surdéterminé aujourd'hui dans le champ politique français, ce que j'appellerais peut-être une personnalité, c'est-à-dire une forme de définition d'un rapport à ce que je suis et donc à ce que nous sommes comme communauté, comme collectif, pour pouvoir définir ensuite le rapport à l'autre qu'on souhaite. Et en voulant le gommer, ça rejoint d'ailleurs ce qui a été dit sur la frontière, on assiste à un retour du refoulé. C'est-à-dire que la frontière revient, y compris dans ses frontières intérieures, et la partie spatiale, elle revient avec beaucoup plus de violence. Et en voulant gommer le fait qu'il y a du moi et de l'autre, c'est l'autre sous toutes ses formes qui revient, avec un discours de haine et une forme d'intolérance à l'autre. Et dans le mouvement qu'on vit d'ailleurs, il y a une forme d'expression quasi physique de « je ne supporte plus l'autre », y compris quand bien même il aurait un gilet comme moi, à partir du moment où il ne dit pas exactement la même chose que moi. Et donc si je ne supporte plus l'autre, il n'y a plus aucune forme de représentation possible. Et donc là aussi, cette part de l'identité narrative qui est pas une identité figée, mais qui est une identité qui se déforme à mesure qu'elle se raconte et se dit, elle pense cette tension à l'autre. Mais en tout cas, on doit la réinscrire. Et ça, je partage ce qui a été dit. Je ne reviens pas ensuite sur ce qui a été dit sur le temps et l'espace, sur lequel je suis revenu, mais c'est ça qui nous permettra, je pense, de rebâtir du commun. Alors ensuite, sur les deux recommandations, je partage le point de dévolution à la base. La question ensuite, je le disais tout à l'heure, sur les tensions que ça peut susciter, c'est le rapport à l'égalité. Et au fond, ça a toujours été, d'ailleurs, dans notre histoire, ces deux éléments de tension. Et donc, je pense qu'il faut le faire parce qu'il y a ce besoin-là. Et je pense en effet qu'il y a de la confiance. On peut recréer plus de confiance et de tangibilité, de perception de ce qu'est l'action publique au niveau local, et donc d'intelligibilité de celle-ci et de confiance, je dirais, encore au carré. Mais il faut ensuite construire ces mécanismes d'équité ou d'égalité pour pas que le pays continue à se séparer. Ensuite, sur
l'autorité qui consiste à déléguer et à tirer les responsabilités, je crois que la journée d'aujourd'hui est un bon contre-exemple du fait qu'il n'y en aurait plus dans les annonces qui ont été faites par le Premier ministre. Il y a des moments où, en effet, et je l'ai fait à chaque fois que j'ai considéré que c'était utile, mais même quand on le fait, il y a toujours des... On a installé un système dans lequel changer quelqu'un, le procès politique vous est fait en quelque sorte. Mais je crois beaucoup en effet à cette idée qu'on peut le déléguer et tirer les conséquences de cette délégation. Et je partage ce point. Et l'autorité, ça ne consiste pas à faire, mais à donner le cap. Par contre, la difficulté que nous avons aujourd'hui, et plusieurs d'entre vous l'ont dit, c'est au fond que la représentation commune des valeurs a besoin d'être à un moment rassemblée pour que ces délégations puissent s'exercer pleinement. Et aujourd'hui, la divergence des valeurs et des aspirations rend la chose extraordinairement difficile. Et donc on est à un moment, alors sans doute le rapport à l'histoire, en tradition, à l'espace sur lequel on peut assigner des responsabilités doit permettre de le faire, mais on peut d'autant plus déléguer des pouvoirs qu'on a construit un espace de représentation commune et au fond comme aurait dit Hegel, de morale, mais le terme n'est pas la bonne traduction, de représentation du monde et de comportement commun. Sur l'université, pour Olivier Beau, je crois que la ministre a répondu, même si je dois dire que je partage très profondément ce que vous avez dit et qu'on n'a pas totalement réussi, et vous avez raison de dire qu'on est au milieu du gué. Moi, je pense que ce qui est en train d'être fait, ce qui doit être poursuivi, c'est là pour le coup aussi d'aller au bout de l'autonomie. Et aller au bout de l'autonomie, ça veut dire permettre sur ce que la loi prévoit, mais sur les sujets immobiliers pleinement, sur les sujets de recrutement des enseignants, de sortir d'un système qui est totalement aujourd'hui centralisé et de redonner de la liberté, en effet, à l'université pour choisir les enseignants qu'elle décide de prendre, pour pouvoir les recruter selon ses conditions, pour pouvoir d'ailleurs appliquer avec les étudiants étrangers en toute liberté, dans le cadre qu'on a donné la possibilité d'avoir une vraie politique, qui est une politique de choix et pas une politique subie, qui produit des résultats dont on sait qu'ils ne sont absolument pas satisfaisants, et pour le coup, aucune université qui se tient dans la compétition mondiale n'a notre politique à l'égard des étudiants étrangers. Et on a eu d'ailleurs un débat totalement biaisé en France sur ce sujet, qui est un débat qui consiste à dire l'éducation dans l'université n'a pas de coût, donc on ne le fait payer à personne. Je prends un exemple parmi d'autres, mais sur tous ces sujets, on doit changer profondément le logiciel pour donner une vraie autonomie et permettre aux universités, d'une part, de pouvoir attirer les meilleurs enseignants et chercheurs et mener leur politique, de pouvoir les revaloriser, avoir les moyens de le faire, accepter du coup aussi des différenciations qui, dans tous les systèmes où il y a des universités fortes, on n'a pas le même modèle universitaire partout. Et ça, il faut aussi l'assumer, parce que ce qui a tiré vers le bas notre système universitaire est aussi qu'on n'a pas accepté cette différenciation partout, parce que le jour où il y a de la différenciation, il y a en effet les élites académiques, de recherche, du monde de l'entreprise, du monde de l'administration, qui sortent des universités sans aucun problème. Sans aucun problème. Et aujourd'hui, vous avez raison de dire que cet éloignement, il est lié au fait que les dirigeants ne sortent que trop peu de l'université, et surtout les dirigeants d'ailleurs n'ont que trop peu comme formation celle d'être docteur ou d'avoir été docteur. C'est le modèle de l'ingénieur ou de la business school qui fait qu'on cherche et on finance plutôt les gens qui viendront de ce modèle. Or, on le sait bien, dans la compétition internationale, et pour faire face à la complexité actuelle, on a plutôt besoin de docteurs. Et donc on a plutôt besoin de réussir à pivoter le modèle ainsi, mais ça suppose de faire une conversion de notre système universitaire. Et on ne peut pas le garder en disant on aura les mêmes universités partout, avec les mêmes rigidités qui empêchent l'autonomie et donc d'avoir cette véritable ouverture et cette véritable dynamique. Ensuite, sur le cumul des mandats et la place des grands notables, je pense qu'il faudrait... Moi j'entends votre point qui est la notion de l'ancrage. En même temps, quand on les avait, on disait, on crée des carrières politiques, et donc nous avons des politiques qui ne sont plus au contact de la situation de la société. Il se trouve qu'en plus, c'est arrivé à un moment de renouvellement et de profond changement politique, parce que n'appartenant à aucun parti, il y a eu un très grand renouvellement au Parlement. Alors les gens disent ces parlementaires ne sont pas ancrés, tout ce qu'on veut. Je n'ai pas le sentiment qu'on ait construit un pays beaucoup plus heureux avec des parlementaires qui étaient
très ancré et cumulard, pour être sincère. Et j'ai le sentiment que les parlementaires d'aujourd'hui payent beaucoup des conséquences de parlementaires qui étaient beaucoup plus cumulards qu'eux. La deuxième chose, c'est qu'il y a aujourd'hui une représentation d'abord beaucoup plus féminine, on en a parlé, mais le groupe majoritaire à l'Assemblée, il est paritaire. Ça n'était jamais arrivé. Jamais arrivé. Or, aussi longtemps qu'on mettait le cumul, comme le système en dessous n'était pas paritaire, il n'y avait pas de parité. Et il est beaucoup plus représentatif de certains secteurs de la vie économique qui n'étaient plus là. La vraie question, me semble-t-il, ma réaction par rapport à votre point, elle est double, c'est de dire comment, par contre, si je puis prendre la contraposée, comment on fait que les parlementaires d'aujourd'hui deviennent aussi des notables locaux, pour reprendre votre expression, c'est-à-dire et un ancrage, une légitimité sur leur territoire pour que les acteurs viennent leur parler, qu'ils puissent changer les choses et les faire remonter. Et donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'organisation du temps parlementaire et la possibilité de ne pas uniquement être un parlementaire enfermé dans sa tâche législative. Beaucoup de régimes parlementaires où il n'y a pas de cumul l'ont construit. Nos voisins allemands, par exemple, qui ont été beaucoup plus rigoureux que nous sur beaucoup de ces sujets, l'ont construit en obligeant qu'il y ait du temps en circonscription, en institutionnalisant beaucoup plus cette fonction et en donnant une place aux parlementaires sur le territoire. La deuxième chose, c'est que c'est une réflexion qui peut tout à fait se faire dans le contexte actuel sur le Sénat. À la rigueur, on pourrait dire que la Chambre des notables locaux aurait vocation à être le Sénat, où on aurait là des gens qui participent à l'édification de la loi, mais qui sont la remontée. Donc par rapport à votre réflexion, je pense que c'est maintenant qu'il faut se poser la question, s'il était ouverte par rapport à ce qu'est le Sénat. Sur le quinquennat et les irresponsabilités du président, je suis d'accord avec ce que vous dites. Après, c'est une question, il y a des questions institutionnelles et des questions de pratique. Au fond, pourquoi on peut dire que De Gaulle était responsable et qu'après ça s'est éteint? Parce qu'il y a eu deux changements dans la pratique institutionnelle. On a accepté la cohabitation et on a accepté la non-démission après référendum. Ce qui fait que vous pouvez dire De Gaulle était beaucoup plus responsable que vous, sans savoir quelles sont les conséquences que je tirerais de ces deux phénomènes si j'étais confronté à ces derniers, c'est de dire vous avez des prédécesseurs entre vous et De Gaulle qui, pour les uns, ont perdu des élections législatives en cours de mandat et n'en ont pas tiré les conséquences pour eux-mêmes et ont fait vivre un système de cohabitation dont on peut penser que le général De Gaulle ne l'aurait pas pris pour lui-même et aurait exercé une forme de responsabilité politique. Et la deuxième chose, c'est de dire vous avez des prédécesseurs qui ont fait des référendums et ils les ont perdus, ils ne sont pas partis. Pour le reste, rien dans le texte ne change le système de responsabilité par rapport au général De Gaulle. Rien. Et l'irresponsabilité d'ailleurs pénale du président dans le temps de ses fonctions et pour ce qui est ses fonctions est indispensable à la prise de décision, compte tenu des fonctions qui sont à exercer, en particulier en tant que chef des armées. Le jour où on sort de cette irresponsabilité pénale, il n'y a plus personne qui prendra des décisions en tant que chef des armées. Plus personne. Et je pense que c'est une force de notre système. Donc la question, c'est comment on crée des mécanismes de responsabilité et de respiration démocratique. Et là où je vous rejoins, il me semble en creux, vous avez moins détaillé ce point, mais vous l'avez à plusieurs reprises écrit, c'est que le quinquennat phasé ne permet plus une forme de respiration démocratique de mi-terme à la française, en tout cas de césure, de respiration, où le peuple français peut dire « j'ai confiance dans votre projet, donc je vous redonne une majorité pour le faire ». La réalité, si on allait au bout de la logique, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais et qui est la seule qui peut accompagner le fait d'assumer les fonctions qui vont avec. Ensuite, je rejoins le ministre. Je pense qu'on va avoir besoin d'une clarification du système, parce que si on va au bout d'une présidentialisation du système, alors il faut des mécanismes de responsabilité politique devant le Parlement qui vont plus loin que ce qu'on a aujourd'hui. Et ce qui est autre chose. Ce qui est d'avoir une procédure de type impeachment et donc d'avoir une procédure où, à ce moment-là, vous avez une contraposée qui peut l'appeler. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le système ne respire pas suffisamment dans le cadre du quinquennat. Alors, est-ce qu'il faut revenir, comme disent certains, à un septennat, à un autre rythme? C'est là où j'ai un conflit d'intérêts, si je puis dire, donc je ne m'exprimerai pas, mais je voulais en tout cas apporter cette part de conviction et en tout cas de réaction à ce que vous aviez dit. Sur les données de l'ISF, on va regarder comme ce qui a été dit tout à l'heure sur les éléments territorialisés de fiscalité personnelle. Ensuite, sur la taxation du CO2, je suis assez d'accord sur le fait, si on a raté quelque chose avant la crise, c'était de pouvoir mieux articuler la transparence d'un projet qui demandait des changements de comportement à
nos concitoyens en particulier les plus modestes, et de pouvoir dire la taxation qu'on met en place, il y a une forme de retour, en tout cas vous aurez les mécanismes d'accompagnement. Néanmoins, c'est le symptôme de quelque chose, c'est l'affaiblissement du principe d'universalité budgétaire et de consentement à l'impôt en général. Parce que je veux bien qu'on tire ce raisonnement uniquement pour l'écologie, mais dans ces cas-là, il faut le tirer pour toutes les politiques publiques. Parce que qu'est-ce qui fait que je l'aurais simplement pour l'écologie? Très sincèrement, je peux à ce moment-là vous dire, moi, classe moyenne, je serais bien curieux de savoir pourquoi je paye pour l'éducation. Alors, les gens qui sont célibataires... Quelque part, on rentre dans une logique d'attribution d'un impôt à une politique, enfin de rapport objectif, et en atteignant l'universalité budgétaire, on lève ce qui est aussi le voile d'ignorance qui va avec la possibilité de faire et les solidarités au sein de la société. Je tiens juste à ce qu'on en ait conscience, parce que c'est une idée qui est plutôt majoritaire aujourd'hui, c'est très sympathique. Enfin, le jour où une génération dira « moi, je veux lever le voile d'ignorance sur ce qu'on file aux autres générations », ça peut devenir tendu. Surtout si c'est les plus jeunes qui arrivent, qui seront plus étroits en cohorte. Donc, à lever le voile d'ignorance, il y a un moment donné où le voile d'ignorance est salutaire pour les solidarités entre générations ou entre publics. Donc, je n'irai peut-être pas dans cette logique, mais sur le fait que les mécanismes d'accompagnement sociaux doivent être beaucoup plus forts, parce qu'au fond, l'injustice écologique, elle est aussi sociale. Ceux qui vivent dans des passoires thermiques, ceux qui roulent avec les voitures les plus polluantes et les plus consommatrices, ce sont ceux qui sont en plus grande difficulté. Mais je le jouerais plutôt comme ça que sur un mécanisme de redistribution d'un impôt sur une même catégorie. Sur le reste, on va regarder les choses, et je pense que... Donc je suis pas du tout contre l'idée de dire qu'on a besoin ensuite d'avoir un mécanisme de taxation. Le sujet, c'est qu'on aura à composer ensuite les éléments de production et de compétitivité, parce que ça n'a de sens selon les acteurs qu'on taxe que si on sait le concilier avec la transition et les créations de valeur qu'on doit faire dans le pays. Le ministre vous a répondu sur votre parole de citoyenne, et au fond, vous nous avez apporté une part importante sur ce que vous disiez sur la décision, le contrôle et le suivi. Et au fond, moi, je ne suis pas hostile à l'idée d'ouvrir le référendum, et il y a des réflexions qui sont en cours et qui sont en train d'être travaillées à l'Assemblée et au Sénat. Ce qui est sûr, c'est que le référendum d'initiative partagée n'est pas suffisamment ouvert aujourd'hui, donc n'est pas opérant. Et ce qui est vrai, c'est qu'on a besoin de savoir comment on arrive à métaboliser dans le processus démocratique les initiatives que prend la société, et typiquement comment on traite les pétitions, les propositions pour réussir à procéder de quelque chose. Moi, je suis assez méfiant du référendum pour régler, en quelque sorte, les sujets indécidables ou ce que le dirigeant ne sait pas régler lui-même. Pourquoi? Parce qu'on a un exemple en taille réelle qui est l'exemple britannique, qui est pour moi une crise absolue de démocratie, parce qu'on a un peuple qui a choisi quelque chose et il n'y a pas de majorité positive pour l'appliquer. C'est-à-dire que le Parlement britannique nous met dans une situation, il dit « moi, j'ai une majorité négative, je ne veux pas de no deal, mais je n'ai pas de majorité positive. Donc on n'avance pas. » Et donc on a un Parlement qui dit « je ne sais pas mettre en œuvre la décision qui a été prise par le peuple. » Et donc c'est un mauvais référendum. Donc la question, c'est comment les initiatives qui remontent du peuple, on arrive à les traduire en projets concrets, et comment on arrive à donner, en effet, une participation supplémentaire. Et à ce titre, ça a été évoqué, je trouve que le modèle irlandais et les mécanismes d'association, où, en quelque sorte, ce qui arrive à un moment donné au référendum a été préparé par la société, où on accepte, là, une forme de dévolution du pouvoir qui est de dire, j'accepte sur ce sujet-là de dire qu'une assemblée constituée avec des parlementaires, des citoyens, va proposer des décisions et on les soumet au peuple, c'est très différent. Parce que là, on recrée de la médiation et on ne crée pas une confrontation où le référendum, pour le coup, article 11, première version à la française, c'est un référendum qui devient référendum plébiscite avec la logique qu'on évoquait tout à l'heure. C'est comment on arrive à créer du consensus sur de la décision complexe et à avoir un bon processus de légitimation. Et donc, je trouve que, pour moi, simplifier, en tout cas ouvrir le référendum d'initiative partagée, et essayer de faire prospérer un modèle à l'irlandaise de manière très concrète, sont en tout cas deux voies qui, il me semble, permettent de construire quelque chose, parce que sinon, la grande difficulté, c'est que dans nos démocraties, il n'y a quasiment plus de majorité positive. Il n'y a plus de dirigeants qui ont de majorité positive. Il n'y a plus de projets qui ont de majorité positive.
C'est une des crises démocratiques qu'on est en train de vivre. Il y a on a le consensus autour de 30-40%. Et après, on les a quand on est face à des choix binaires type second tour. Mais quand on regarde ces grands référendums, on a, en quelque sorte, la coalition des non, sinon qui se fait. J'en viens ensuite au sujet de la place donc, du conseil scientifique dans la démocratie et, au fond, de comment réussir à avoir un impact. Et, au fond, ça rejoint ce que plusieurs d'entre vous ont pu dire. Moi, je pense que, d'abord, la meilleure place pour le scientifique et pour que, en quelque sorte, le débat intellectuel, l'éclairage intellectuel et scientifique grippe sur la décision politique, c'est dans la société. Et c'est peut-être celui qui a été, paradoxalement, le plus désinvesti par les intellectuels. À partir du moment où les idées prospèrent dans la société et s'agrippent aux capacités de mobilisation, les décideurs politiques ne peuvent plus l'ignorer. Que ce soit au niveau local ou national, c'est ce qu'on est en train de voir. Et donc, je pense que c'est la manière la plus efficace et qui ne doit pas être désertée. Et en quelque sorte, pardon de ce terme, mais la domestication dans des comités d'experts à un moment du processus politique, moi je pense que c'est une ruse. Parce que d'abord, nos concitoyens qui sont face à ce risque de défiance qu'on évoque depuis le début de la soirée disent toujours « si c'est dans un comité à la main de l'exécutif ou trop proche, ce n'est pas vraiment indépendant ». Ce qui est vrai. Et donc il y a toujours cette suspicion. Et deuxièmement, ça place toujours dans un des rouages de la décision, mais qui peut être marginalisé, comme vous l'avez parfaitement décrit et vécu. Et donc, il y a un moment donné, on doit construire le rapport de force démocratique. Et on le construit par une capacité à convaincre sur la base de ces éléments de fait, et donc à mobiliser. Et je pense que la science doit reprendre pleinement sa part dans le débat politique et démocratique du pays, et pas en quelque sorte dans des comités placés. Je pense qu'il faut y aller sabre au clair et le mener sur le terrain. Et je pense que c'est comme ça, d'ailleurs, qu'elle s'imposera aux politiques. Et à chaque fois qu'elle peut être écartée, c'est qu'elle ne s'est pas imposée aux politiques. Je suis assez darwinien sur ce sujet, mais quand y compris les sujets les plus désagréables arrivent dans le champ politique, c'est qu'ils se sont imposés par la société, c'est qu'ils se sont imposés par la voie démocratique ou qu'ils s'imposent par le mouvement social. La deuxième chose, c'est que je pense que nos mécanismes institutionnels, parlementaires ou autres, sont surdéterminés par le fait budgétaire. Et donc ce que vous avez vécu, c'est très juste, mais c'est la mécanique. Et d'ailleurs, à mesure qu'on a créé ces mécanismes, c'est pas un jugement de valeur, c'est un propos empirique, plus on l'a fait, moins ça a été efficace d'un point de vue budgétaire. C'est-à-dire qu'on n'a jamais voté autant de budget en déséquilibre que depuis qu'on a autant mis la contrainte budgétaire partout, à tous les endroits, tout au long de l'année, et on lui a donné du pouvoir. Donc, on n'a pas réussi, hein, à ce stade, on n'a pas bougé ça hein, depuis 2 ans. Mais je pense qu'on doit réussir à penser différemment d'abord les mécanismes de dépenses publiques, à remettre de l'évaluation du long terme, de l'objectivité dans les choix qui sont faits, parce que c'est le seul moyen de réduire la logique, sinon service voté, mesures nouvelles. Et au fond, comme le système évalue peu aujourd'hui et autres, ben, il corsette. Et donc, en effet, les choix scientifiques ou les bougées qu'on peut faire éclairés par la science sont très marginaux parce que la latitude laissée est très faible, parce que la logique est avant tout de contrainte et de budgétaire. Et donc là, je pense qu'on a besoin, je crois très profondément qu'on a besoin d'un changement profond, mais qui est un changement organisationnel, qui est beaucoup du ressort d'ailleurs du Parlement et du gouvernement, et des mécanismes qui peuvent être faits pour porter cela. Et à ce moment-là, la part, justement, scientifique, comme la part culturelle, comme la part des investissements profonds dont nous avons besoin, pourra prendre, je pense, une toute autre place. Voilà, pardon d'avoir été long, mais j'essaie de répondre, de partager avec vous quelques convictions sur des sujets où vous avez eu l'entrain et l'amitié d'en partager d'autres. Donc, non, je voulais vous remercier vraiment, qui plus est, d'être resté aussi tard, et vous dire que, pour moi, ce débat ne doit pas s'arrêter là. Je l'ai dit en ouvrant des perspectives, en disant, je pense d'abord qu'il y a une réappropriation par les intellectuels du débat public et de l'espace public qui est indispensable et qui doit être confortée. Ensuite, moi,
sur la part qui me reviendra, il est évident que je me nourrirai de la discussion de ce soir. Mais je vais essayer aussi de réfléchir et je vous invite à cogiter à comment on peut, dans cette forme de démocratie délibérative que nous sommes en train d'inventer, réussir, j'aime pas le terme d'institutionnaliser, mais à rendre ce débat beaucoup plus régulier, fort, vivant. Et donc, je pense qu'on a besoin de ne pas avoir peur du débat intellectuel. Et donc, y compris que ceux qui ont un moment à décider puissent débattre comme on l'a fait là avec ceux qui réfléchissent, chacun dans sa condition. Et donc, je pense qu'on a besoin de cette scansion aussi, de cette respiration. Et donc, il faut qu'on trouve quelque chose qu'on n'a pas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'institutionnaliser, parce que si on l'institutionnalise, on la met dans une forme un peu morte tout de suite. Mais je pense qu'il faut la faire vivre, et donc c'est à nous de l'inventer. En tout cas, merci pour votre temps, vos réflexions, vos convictions et ce moment.